Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft sur Touchdown Actu. Nous sommes en direct ce mardi soir sur Twitch, donc pour la troisième mock draft commune de cette intersaison, donc en live à maintenant donc 30 jours, vous l'avez vu, de l'événement et non pas parce qu'on est le 28 mars, parce que j'ai vu des blagues passer comme quand on était le 28-3 et je trouve ça déjà très très moche et on va en bannir 2-3 déjà sur le chat. Merci à tous en tout cas d'être avec nous. J'en profite pour saluer mes comparses. Il a un poster de Julian Edelman dans son salon en souvenir des grands receveurs des Pats. Mehdi Julien, salut Mehdi. Salut Greg, salut à tous, vous allez bien? Bon, écoute bien, mieux que toi a priori de ce qu'on a Oui, pu entendre. désolé. Voilà, un peu pris du nez notre cher Mehdi. Donc tiens le coup en tout cas au cours de cette petite heure et demie a priori. Il a un poster de T. Higgins dans son bureau en souvenir d'un amour de jeunesse. Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi. Oui, c'est vrai. Salut l'équipe et salut tout le monde sur le chat. Il a un poster de Jack Campbell dans sa chambre. Il a d'ailleurs, selon les rumeurs, placardé par-dessus celui de CJ Garner-Johnson. Victor Roulier est avec nous. Salut Victor. Et bonjour à tous. Non, j'ai remplacé Diane Meckenberg qui était au-dessus de mon lit. J'ai remplacé par Jack Campbell. Il est sous le matelas, mais on ne dira pas pourquoi. Et il a de nouveau un poster de Bobby Wagner parce que désormais c'est autorisé. Camille Saraven est toujours à la technique. Salut Camille. Salut à vous. Et donc, je vous resalue de nouveau. Alors, on a Guillaume sur le chat, on a Fly Raiders, on a Bill Swersky également qui est là, Guillaume du 28000. J'ai vu également Sarah Baird, notre gagnante habituelle des jeux sur Twitch, si je ne me trompe pas. Donc voilà, qui en a d'autres. J'ai vu Jojo également, que je salue, Julien Brossillon, enfin voilà, bref. On aura l'occasion de vous saluer tout au long de cette soirée et de prendre un petit peu vos réactions à chaud par rapport à cette nouvelle mock draft qui a notamment pour but de tirer les conclusions de la Free Agency, qui a démarré donc il y a 15 jours de ça. Alors, tout le monde n'a pas été signé, très clairement. Il y a encore un gros jeu de temporisation. On sait qu'il y a encore quelques gros dossiers chauds, notamment concernant des quarterbacks titulaires qui sont toujours en cours, mais on a déjà une première grille de lecture un petit peu des directions que peuvent prendre les différentes franchises à l'orée du 27 avril prochain du côté de Kansas City. Donc, les règles sont simples. Les 31 choix, donc on s'est dispatchés les uns les autres. Pas d'échange au cours de ce premier tour. L'objectif est vraiment de prioriser notamment les besoins des équipes plutôt que les scénarios concrets. L'autre chose à savoir, donc, c'est qu'on s'est à peu près divisé on s'est partagé les équipes par division. Donc, normalement, chaque personne a une équipe d'une division. Il n'y a pas de jaloux à ce niveau-là. Et chaque membre de la rédaction, je vais y arriver, aura une équipe avec 2 pics dans la même logique habituelle de choisir, d'avoir une construction logique d'une franchise en fonction de ces 2 choix du premier tour. On va donc lancer les hostilités dès à présent. Guillaume qui demande si je pique Atlanta, bien entendu, cela va de soi. Et donc, du coup, on va lancer les hostilités donc avec le premier choix, puisque l'un des objectifs, notamment de cette mock draft, on en profite pour remercier Herman, notamment, qui s'est abonné au compte TD Actu. Le premier choix, donc, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir un petit peu ce que vont faire les Carolina Panthers, puisque depuis notre dernière mock draft, il y a eu un changement concernant le détenteur du premier pick, qui était à l'époque donc les Chicago Bears. Les Panthers ont mis cher dans la balance pour pouvoir obtenir ce premier choix de draft, notamment DJ Moore qui est parti du côté de l'Illinois. Et donc, Victor Roulier est chargé de choisir pour ce premier choix, sachant qu'il connaît mieux que personne Frank Reich, qui est désormais le nouvel head coach des Panthers. Victor, la question est sur toutes les lèvres. Quel est le quarterback qui sera potentiellement sélectionné par la franchise de Charlotte? Écoute, je vais surprendre personne en disant que j'ai hésité entre 2 joueurs, CJ Stroud et Bryce Young. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Bryce Young, mais je suis parti sur CJ Stroud parce qu'on connaît trop bien les franchises NFL et que le profil physique de CJ Stroud reste plus rassurant que le profil physique de Bryce Young. C'est un joueur un peu plus traditionnel, peut-être trop traditionnel. J'ai l'impression qu'il pourrait beaucoup plus utiliser sa mobilité qu'il ne l'a fait en université. C'est un joueur précis, c'est un joueur qui sait manager une attaque. On verra sous pression ce qu'il donne. Après, l'avantage, c'est qu'arrivé à Carolina, tu n'es pas dans la pire ligne offensive non plus de la ligue. Il y a du matos pour travailler.
Donc, je lui fais confiance. Je pense que c'est le bon choix pour Carolina. On verra sur le long terme, mais c'est vrai qu'il y avait cette hésitation, mais je prends le choix facile, entre guillemets, le choix le plus rassurant, et c'est souvent celui que font les franchises. Jean-Mi, un avis sur cette sélection, notamment de CJ Stroud, relativement rapidement. Est-ce que pour toi aussi, c'est une décision assez logique de la part des Panthers? Ouais, ça fait un peu controverse. Après, je comprends très bien ce que dit Victor, parce que là, il ne se place pas de son choix personnel, il se place qu'est-ce que font généralement les franchises NFL. Et c'est vrai que généralement, ils y vont plutôt sur le quarterback un petit peu plus grand, un petit peu plus costaud. Donc oui, c'est fort possible que ce soit CJ Stroud, surtout que c'est un très bon joueur, évidemment. Après, franchement, Bryce Young, je le trouve tellement meilleur, il me donne tellement plus d'assurance que. Et puis, vous savez, en ce moment, on entend beaucoup dire, oui, Frank Reich, il a toujours travaillé qu'avec des quarterbacks plus grands, etc. Mais en même temps, les quarterbacks de la taille de Bryce Young, il y en a combien? Je veux dire, il y en a un tous les 5, 10 ans, quoi. Je veux dire, il n'a pas beaucoup. Donc, forcément, il n'a pas pu travailler avec des quarterbacks de cette taille. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça. Mais c'est vrai que, bon, ça pourrait être une sorte de logique que ce soit plutôt CJ Stroud. Même si je trouve que Young est bien meilleur. Mehdi, je te donne la parole dans quelques secondes, juste le temps de remercier Cacahuète également qui s'est abonné et on en remercie. Ton avis donc également sur cette sélection, est-ce que tu comprends cette logique de Carolina vers CJ Stroud ou est-ce que tu les vois prendre éventuellement une autre direction? Bah, je partirais, c'est un choix logique, mais après, même si c'est pas mon choix perso, mais oui, c'est un choix logique de tout ce qu'ont dit Victor et Jean-Mi. Après, je pense qu'un autre quarterback est meilleur, mais après, c'est ce que pensent les franchises, notamment au niveau de leur qualité, de ce qu'ils voient, que nous, on peut pas avoir, mais je partirais sur un autre joueur. Très bien. Bah écoute, ça tombe bien, puisqu'en l'occurrence, tu vas avoir la parole, puisque c'est toi qui vas réaliser le premier des deux choix des Houston Texans. Étant donné que CJ Stroud a été sélectionné avec Carolina, quelle direction vont prendre les nouveaux hommes de Demeco Ryans? Je partirais sur le quarterback que je pense le plus talentueux, c'est Bryce Young. Malgré sa petite taille, franchement, il est super impressionnant dans tout ce qu'on a vu cette année en NCAA. Après, même s'il est assez mobile, on voit bien que c'est un pocket passeur, il n'a pas peur d'être dans la poche. Et pour moi, il y a lui et les autres au niveau du talent. Bon, ouais. Oui, on est d'accord. C'est vrai que. Alors, ton avis, Victor, sur cette sélection de Bryce Young à Houston, c'est assez logique globalement. Alors, c'est vrai que si on regarde de plus près, et moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que le choix des Panthers de trader par rapport à Chicago a été fait au lendemain du Combine. Et c'est vrai que ça intervient après un Combine où Bryce Young n'a pas participé plus que ça. Il a rencontré des franchises, mais il n'a pas été autant impliqué que CJ Stroud. Donc ça interpelle en effet sur le fait que Carolina peut prendre la décision peut être un peu plus intéressé en tout cas par le prospect des Buckeyes. Est-ce que ça reste une aubaine malgré tout pour Houston de récupérer Bryce Young avec ce deuxième choix? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je disais, hein, personnellement, c'est mon quarterback numéro 1. Je pense que ça ne sera pas le choix numéro 1, mais ça, c'est encore autre chose. Clairement, c'est la définition même du playmaker, celui qui va créer des jeux venus de nulle part, entre guillemets. Et malheureusement, à Houston, il risque d'en avoir besoin parce qu'il n'aura pas un casting XXL dès la première année autour de lui. Il sait très bien résister à la pression. Lui utilise bien sa mobilité, même si c'est forcément moins un coureur puissant, c'est plus un feu follet, mais il est très intelligent dans ses déplacements. Non, c'est tout à fait logique. Et je pense que Houston sera bien heureux de tomber sur Young. Tout à fait. Jean-Mi, quelque chose à rajouter là-dessus ou tu as globalement tout dit sur ton point de vue de Young? Non, ce serait très bien, Young à Houston, de toute façon. Hein, donc, ça serait très bien. Il retrouverait John Mechie, il aurait quelques cibles. Alors, c'est surtout des receveurs numéro 2, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, oui, ça serait très bien, Young à Houston. Regardez globalement sur le chat, vous êtes déjà 168. Globalement, il n'y a pas trop de réactions là-dessus. A priori, sur les quarterbacks, de toute façon, on se doute que ça s'orientera sur ces deux hommes encore plus depuis, en effet, qu'une équipe qui avait un besoin de quarterback est montée pour récupérer le premier choix de cette draft. On passe du coup au troisième choix. Là, on va commencer. Alors, ça va commencer à devenir intéressant, oui et non, parce que du côté d'Arizona, il y a une solution assez toute faite. C'est moi qui m'y colle pour cette sélection des Cardinals. Et ça va être le choix logique. Logique, oui et non, dans le sens où ce ne sera pas un quarterback, puisqu'à mon sens, Arizona, malgré ce qu'on peut dire, l'arrivée du nouveau general manager Monty Sanford, ne s'orientera pas vers un QB.
Et le potentiel meilleur joueur disponible sur le plateau, on rappelle, a quelques petits problèmes extrasportifs. Donc, du coup, je vais jouer la carte de la sécurité du côté d'Arizona et partir sur Will Anderson, d'autant qu'à mon sens, le pass rush était une priorité par rapport à l'intérieur de la ligne défensive du côté d'Arizona. Très concrètement, on a vraiment pris son temps, on va dire, du côté des Cardinals, hein, justement, pour les débuts du mandat Osenport-Gannon. On s'est pas bousculé sur la free agency, notamment en défense, où vraiment il y a énormément de choses à reconstruire, que ce soit sur le pass rush et sur le poste de cornerback. Mais pour un coach comme Jonathan Gannon, pardon, qui a notamment compté sur un gros pass rush l'année dernière du côté des Eagles, c'est important de marquer de son empreinte, de mettre une patte vraiment défensive au sein de sa nouvelle expérience du côté d'Arizona pour vraiment pouvoir remplacer J.J. Watt, même si ce n'est pas les mêmes caractéristiques, ce n'est pas le même gabarit, ce n'est pas la même chose qu'on va demander à Will Anderson. Mais en tout cas, c'est un profil extrêmement complet, excellent sur le pass rush, aussi physique que rapide. Alors après, on peut pinailler un petit peu sur ses décrochements, par exemple, mais là, en l'occurrence, je le vois vraiment plus sur un rôle de defensive end à plein temps, on dira, du côté d'Arizona, ce qui, du coup, l'amènera à être un peu moins sollicité peut-être sur la couverture, et ce qui l'exposera peut-être un tout petit peu moins. Mais voilà, encore une fois, c'est un joueur très complet qui a très peu de défauts, qui est déjà NFL ready selon moi. Donc, tout ce dont tu as besoin à Arizona pour clairement avoir également et son franchise player en attaque et son franchise player en défense. Jean-Mi, tu as l'air globalement d'accord là-dessus? Ah ben oui, oui, oui. Puis Will Anderson, tu sais, la question ne se pose même pas que ce soit une défense 43 ou 34, on lui demandera la même chose. On lui demandera d'aller mettre la pression, puis c'est tout, basta, voilà. Peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, on lui demandera de faire aussi autre chose, d'apporter aussi un petit peu en couverture ou des choses comme ça. Mais pour sa saison rookie, on va lui demander juste de faire ce qu'il sait faire et c'est aller mettre la pression sur le quarterback. Donc, et effectivement, de toute façon, Arizona, il leur faut ça, il leur faut un leader de défense. Ils en ont pas, voilà, il y a personne. Il y a quelques bons joueurs, c'est pas ce que je dis. Je veux dire, tous les Buda Baker, même Simmons, etc. Mais il leur faut vraiment ce leader, ce mec vraiment qui tire tout le monde. Et ben voilà, Will Anderson, oui, c'est parfait. Je regardais, on nous dit possibilité qu'une équipe monte en 3 pour un QB. C'est Oui, pas impossible, hein. On rappelle qu'encore une fois, on fait une mock draft sans échange sur ce premier tour. On pourra éventuellement évoquer les possibilités qui se présenteront le jour J, hein, selon le ressenti qu'on peut avoir. Le plan B potentiellement pour les franchises. Arizona, bien entendu, peut être amené à lâcher son troisième choix pour une équipe qui voudrait, par exemple, dépasser les Colts, par exemple, pour récupérer son quarterback. Ce n'est pas du tout impossible. Mais voilà, dans l'état actuel et dans les besoins, les nombreux besoins que vont avoir les Cards avec ce troisième choix, la solution Will Anderson paraît quand même une priorité. On passe au 4e choix, si vous le voulez bien, messieurs. Pour avancer un petit peu, on va passer au Indianapolis Colts. Justement, il connaît Frank Reich comme personne. Il connaît également Shane Steichen comme personne. Victor, je te redonne la main pour le 4e choix des Indianapolis Colts. Est-ce qu'on choisit ce QB ou pas? Mais écoute, là encore, il va y avoir une différence entre ce que j'aurais fait et ce que je prévois que les franchises vont faire. Et je pense qu'en effet, tu n'es pas tous les jours en 4e position, qu'il va falloir prendre le risque. Et je vois les Colts sélectionner Anthony Richardson. Mon idée, c'est que Steichen s'imagine peut-être réussir avec Richardson ce qu'il a réussi avec Hurts. Finalement, la stratégie, elle est assez semblable, même si Richardson est quand même plus costaud, hein. C'est plus Cam Newton que Jalen Hurts. Mais dans l'idée, c'est construire cette attaque autour d'un joueur très mobile, capable de faire autant de yards au sol que dans les airs, avoir, mine de rien, cette ligne offensive sur le papier, elle est bonne. Elle s'est complètement foirée l'année dernière, ça c'est clair, mais il y a eu quand même des très belles années. Peut-être qu'un nouveau coach et un nouveau coaching staff va permettre de revitaliser tout ça. Donc, si on s'appuie sur une bonne ligne, un quarterback qui sait courir et forcément des cibles un peu moindres qu'à Philadelphie, mais là, pour le coup, je pense que pour moi, c'est un talent de second tour, je dis, hein, voire même de 3e tour. Je crois même que c'est moi qui avais fait la projection que vous voyez là. Mais on sait comment fonctionnent les franchises. On sait qu'il va y avoir un rush pour les quarterbacks. On sait que c'est un joueur extrêmement jeune, qui a un potentiel illimité. Le problème, c'est forcément est-ce qu'il va atteindre. C'est pas en 4 tous les jours et je pense qu'ils vont prendre le risque. Alors, juste pour la précision, parce que je vois que ça fait forcément un peu plus réagir sur le chat, et notamment El Magnifico qui nous dit Richardson 1 an sur le banc. C'est pas impossible, même si ce n'est pas les mêmes caractéristiques. On rappelle que Gardner Minshew est arrivé et Minshew qui connaît le système Shane Steichen, vu qu'il était aux Eagles la saison dernière. Donc, ce n'est pas non plus
incohérent, totalement farfelu de se dire que Richardson peut apprendre une année derrière Minshew du côté des Colts. Après, pour rebondir sur ce que disaient les deux Guillaume sur le chat, en effet, il y a cette rumeur Lamar Jackson actuellement du côté des Colts, mais encore une fois, nous, on analyse cette draft à l'instant T. Donc après, on verra s'il y a des choses qui sont mises en place. Ça reste a priori la solution la moins coûteuse pour les Colts si on repart sur un quarterback, parce qu'a priori, si on se pense sur Lamar Jackson, ce sera forcément plus cher. Mais dis ton avis sur cette sélection d'Anthony Richardson à Indianapolis. T'es assez d'accord? Je trouve que Richardson, il est vraiment, on va dire, exceptionnel au niveau du potentiel. Donc je pense que les Colts, c'est logique c'est logique. C'est normal qu'il puisse partir dessus, même s'il y a des gros risques. C'est vraiment un boomer bust. Mais après, son potentiel, il est tellement illimité. Est-ce qu'il peut faire une saison derrière un QB titulaire comme un peu Mahomes? Ça pourrait peut-être lui faire du bien pour qu'il apprenne un peu les rouages de la NFL, un peu le système aussi. Mais honnêtement, ça, même si je préfère Young, Richardson me fait énormément rêver quand même. Jean-Mi, avant que je te donne la parole sur le 5e choix des Seahawks, ton avis sur cette sélection de Richardson? Je pense que c'est le bon choix, de toute façon. Parce qu'il a un tel potentiel, comme ils ont dit les deux autres gars, il a un tel potentiel, tu es obligé de miser là-dessus. Puis ça marchera pas, mais il a un tel potentiel, tu ne peux pas le laisser passer. Puis ils ont qui en quarterback? Je veux dire, moi je l'aime bien, Gardner Minshew, mais tu ne peux pas viser l'avenir avec lui, c'est pas possible. Donc oui, pourquoi pas Anthony Richardson s'il se développe bien. Puis on n'oublie pas que Shane Steichen, je veux dire, c'était un quarterback à l'université. Donc du coup, voilà, le gars, il est quarterback. Alors il va bien voir ce qui ne va pas, il va voir comment le corriger, il va pouvoir le faire travailler. Et puis en plus, voilà, il travaille l'année dernière avec un quarterback dont on disait aussi il est très mobile, mais il a des soucis de précision. Et ça a bien marché avec Jalen Hurts. Donc oui, Anthony Richardson de Colts, il serait dans le parfait système. Il aura à la fois du temps, puis en même temps un entraîneur parfait pour lui. Et ça ferait un système. Tu imagines un système à RPO avec le super coureur Jonathan Taylor? Ça peut être dévastateur. Ou pas. Et oui, on verra. Mais ça se tente. Ça se tente, oui. Oui, c'est ce que nous dit Horizon81 sur le chat. Il nous dit les Colts galèrent depuis des années au poste de QB. Alors partir sur un boomer bust, au final, c'est peut-être pas forcément une stratégie si déconnante que ça. En tout cas, ça apporterait un peu de jeunesse derrière le centre, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit moment du côté de l'Indiana. Ouais. Oh oui. Jean-Mi, je disais, je te rends la parole. Du coup, non, on ne censure pas Monsieur Boujard. On va lui laisser la possibilité de faire son premier choix ce soir. Cette 5e sélection, la première des Seattle Seahawks. Quarterback ou pas quarterback alors du côté de Seattle? Alors déjà, vous êtes tous assis là, parce que je vais sans doute vous surprendre un peu, parce que c'est vrai qu'on le voit plus tard que ça, ce gars-là, on le voit plus tard que ça, mais moi je le sens bien, quoi. Et puis je vais argumenter, et puis après on verra, quoi. Mais donc, pour moi, Seattle va sélectionner Nolan Smith, l'edge de Georgia. Et pourquoi Nolan Smith? Parce que je trouve qu'il coche toutes les cases. Voilà, il coche la case de la position premium, il coche la case du bend. Je veux dire, c'est incroyable sa façon de se pencher pour déborder. Je veux dire, il est exceptionnel à ce niveau-là. Il coche la case approuvée au plus haut niveau universitaire. Il coche la case caractère. Il coche la case super défenseur contre la course. C'était vraiment le problème de Seattle. Il coche la case qualité athlétique. On le sait, les franchises NFL aiment les qualités athlétiques. Et là, on parle de qui? On parle de Seattle. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Pete Carroll, John Snyder, il n'y a qu'à voir tous les Tarek Woolen, tous les DK Metcalf, tous les Boye Maffé, Abraham Lucas. C'est que des joueurs avec des qualités athlétiques exceptionnelles. Donc, oui, en ce moment, on le voit plutôt. Alors, Todd McShay, il a mis 8 dans sa dernière mock draft. Mel Kiper, il a mis 12. Mais moi, je le vois très bien à 5. Nolan Smith à Seattle. Voilà, je trouve qu'il coche toutes les cases pour cette franchise. Monsieur Roulier, un avis sur cette sélection de... Alors déjà, Seattle qui draft un joueur plus haut que prévu, ça c'est du jamais vu avec John Schneider et Pete Carroll. Jamais vu, et je pense qu'il y aurait déjà eu 4 tweets énigmatiques pour nous mettre sur la voie. Non, ça me fait bien rire par rapport à une autre discussion qu'on a eue. On pourrait y revenir. J'en parlerai plus tard, ouais. Mais moi, en soi, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais ça me paraît pas déconnant. Dans une copycat league où on voit des joueurs un peu hybrides, des rushers debout comme des Hassan Reddick, etc., de plus en plus souvent, moi, je vois Nolan Smith dans ce rôle-là, ce rôle de rusher debout qui peut venir pas forcément directement sur la ligne, mais qui peut venir du deuxième rideau ou du côté pour venir vraiment gêner l'attaque adverse. Il peut attaquer à l'intérieur, il peut attaquer à l'extérieur. Il a des qualités physiques qui sont indéniables. Bon, c'est un choix surprenant, mais pas déconnant. Après, pardon. Non,
Juste pour ajouter un petit mot, tu vois, par rapport à un Tyree Wilson, moi, c'est quelqu'un que je voyais bien à Seattle, mais il y a un mois de ça, parce qu'ils ont une défense en 3-4, et avant qu'ils filent 50 millions de dollars sur 3 ans à Demontre Jones, je voyais bien Tyree Wilson comme defensive end sur le premier rideau. Mais franchement, un Tyree Wilson, c'est un très bon joueur, je l'aime beaucoup, mais dans une défense 3-4, je vois pas. En tout cas, il sera pas edge, c'est pas possible. Et en tant que, voilà, 3 techniques, 4 techniques, ben, il y a déjà Demontre Jones, ils lui ont filé 50 millions de dollars. C'est pas pour mettre un choix 5 sur un joueur à la même position. Donc, c'est pour ça que pour moi, Nolan Smith, il correspond davantage à ce besoin-là à Seattle. Oui, ça Et donc, du correspond à peu près à la coup, position qu'a voilà. un Uchenna Nwosu aujourd'hui du côté des Seahawks. Hein. C'est pas forcément déconnant de drafter l'un pour remplacer à terme l'autre aussi. Hein. Ouais. Non, non, alors je regardais parce que Jean-Mi nous a forcément mis le chat à feu et à sang. Alors du coup, Sarah Baer nous disait, donc Sarah, pardon, nous disait franchement, ce choix se défend bien. Il y en a beaucoup qui forcément sont un petit peu sceptiques sur le fait de voir Nolan Smith sélectionné avant Tyree Wilson et Lucas Van Ness. Je rejoins globalement Jean-Mi. Je ne serais pas si surpris de ça qu'ils finissent dans le top 10. On peut avoir la même trajectoire avec une proportion un peu moindre peut-être à celle de Trevon Walker, autre défenseur de Georgia la saison dernière. Hein. Donc, on ne peut peut-être pas s'attendre à avoir Nolan Smith numéro 1. Mais dans le top 10, ça reste largement une possibilité au cours des prochaines semaines. Voilà, sinon, je regardais un petit peu, mais voilà, bon. Il y en a quelques-uns qui étaient sceptiques, mais encore une fois, voilà, c'est aussi un choix des Seahawks. Voilà, c'est aussi un choix pour surprendre un petit peu tout le monde. Et on a vu qu'il y a des fois, ça fonctionne, il y a des fois, ça c'est pas un fonctionne moins running bien. back. Et c'est pas un running back, tout à fait. C'est déjà bien. Mais il y a un deuxième choix des Seahawks au premier tour, ne l'oublions pas. On Ouais. peut encore être surpris, faisons confiance à Jean-Mi. On va passer du coup au 6e choix avec les Detroit Lions. Je m'en charge pour cette première sélection. Alors j'ai beaucoup hésité, mais là Jean-Mi m'a fait un petit cadeau sur un plateau là quand même, parce que encore une fois, on ne peut pas occulter la situation actuelle de Jalen Carter et les problèmes extrasportifs qui peuvent peser sur lui par rapport au triste décès de son coéquipier Devin Willock et une des assistantes des Georgia Bulldogs en janvier dernier. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments. Manifestement, de ce qui ressort des échos, il y a des équipes qui sont prêtes à prendre le risque, quitte à ce qu'il passe une année de football en moins pour éventuellement pouvoir le récupérer à terme et être content de s'en servir. Je me dis que si Détroit a la possibilité, avec les besoins qui sont les leurs sur l'intérieur de la ligne défensive, ça ne me paraît pas quelque chose de déconnant. Ils ont 2 choix dans ce premier tour. Ils ont des besoins à améliorer en défense. Encore une fois, on n'a pas plus d'éléments à l'heure actuelle sur l'avancée de la situation judiciaire concernant Jalen Carter. Si là encore, on prend une logique à l'instant T, ça ne me paraît pas déconnant de partir sur le principe que Détroit sélectionne Jalen Carter pour booster un petit peu plus son poste de defensive tackle et améliorer une défense pour être un peu plus à l'unisson par rapport à l'attaque. On va encore me dire, oui, mais on pourrait mettre un quarterback pour concurrencer Jared Goff. Goff a quand même montré en deuxième partie de saison qu'aux côtés de Dan Campbell et de Ben Johnson, il était capable de faire des meilleures choses. Donc voilà, c'est aussi dans cette logique-là que je sélectionne Jalen Carter, qui là aussi sait faire énormément de choses, mettre la pression notamment. Donc très franchement, pour Détroit, ça contribue encore un peu plus à booster ce premier rideau qui avait déjà été sérieusement considéré l'année dernière avec la sélection d'Aidan Hutchinson. Mehdi, d'accord avec cette sélection de Jalen Carter à Détroit? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que ces ennuis judiciaires me font extrêmement peur. Et on va dire, si j'étais à la place de la franchise, je prendrais pas le risque. Mais après, son talent est tel que ça peut se comprendre qu'il parte top 10. Alors, j'ai juste vu, avant que je rebondisse là-dessus, on nous demandait un corner à Détroit. Ça a été une possibilité évoquée. Maintenant, pour moi, le meilleur joueur disponible n'est pas un cornerback. Et il y a eu quelques renforts malgré tout pendant la free agency. Donc, c'est aussi pour ça que ça relativise un petit peu le besoin urgent qui était assez prégnant sur la position de cornerback. Moi, je suis d'accord avec ça. Ils ont quand même recruté Emmanuel Mosey. Ils ont recruté Garner Johnson. Cam Sutton aussi. Cam Sutton. Enfin, ils ont quand même renforcé les defensive backs. Donc, c'est pas impossible. Hein. Tu peux tout à fait prendre un cornerback et inclure là-dedans. Mais c'est devenu moins de priorité. Après, Jalen Carter, je pense que c'est là où nous, on n'est pas dans les interviews. Quoi. Les interviews, elles vont être décisives. Parce que c'est un mec, c'est numéro 1 en termes de talent. OK. Ça, on est à peu près tous d'accord. Numéro 1, numéro 2, vous pouvez pinailler. Enfin, c'est un top 3 talent. Après, voilà, il y a eu cette affaire judiciaire. Il y avait déjà d'extra sportifs avant.
Il s'est ramené au Pro Day gros, tout étant relatif, hein, mais pour un athlète de très très haut niveau, avec, je crois, il avait 5 ou 6 kilos de plus. Il n'a même pas réussi à finir les ateliers tellement il était essoufflé. Donc clairement, sa préparation physique, là, je pense qu'il l'a abandonné depuis un mois et demi. Et en même temps, il traverse des choses pas faciles. Hein, donc, c'est pas de juger que de dire ça. Mais c'est une énigme absolue. Peut-être que tu as un Hall of Famer, peut-être que tu as un mec qui tiendra même pas un an avec la pression d'une franchise NFL. Quoi. Dans les années 80, nous disait tout à l'heure que, alors pour d'autres raisons en effet, mais les Titans avaient bien attendu un an après la blessure de Jeffrey Simmons et on a vu que Oui, mais c'était une blessure. ça a apporté ses fruits. Et c'est vrai que c'est différent. Et là, je prends l'exemple d'un an parce que c'est le scénario qui globalement en ressort. Hein. On parle d'une année de probation. Alors, je suis pas un spécialiste de la justice américaine, mais voilà, dans ce genre de cas, ça peut être en fonction des circonstances la sentence qui va lui être attribuée. Mais encore une fois, on n'a pas tous les détails là-dessus. Et oui, ça peut être un an, comme ça peut être beaucoup plus, comme ça peut carrément être une situation, j'exagère un peu, mais à la Henry Ruggs, quoi. Si vraiment on s'aperçoit que c'est plus complexe que ça. Donc voilà, c'est un pari, très clairement, entendons-nous bien. Malheureusement, on est obligé de composer avec ce flou. Et voilà, il y a des sélections, ce que je disais tout à l'heure, pour Arizona, à valeur égale, plus ou moins, je préfère me pencher vers un Anderson que vers un Carter. Là, aujourd'hui, si je prends le board avec le meilleur joueur disponible du plateau, je me dis Jalen Carter, pourquoi pas, avec les problématiques actuelles, et sans savoir concrètement ce qui va devenir par la suite d'un point de vue judiciaire. Jean-Mi, je te laisse juste, si tu veux rebondir 10 secondes là-dessus, et après je te laisse enchaîner sur le 7e choix pour les Las Vegas Raiders. Oui, Jalen Carter, c'est un très bon joueur. Après, la petite limite, c'est vrai qu'on a vu au Pro Day où il était aussi soufflé qu'il n'arrivait pas à finir le drill, mais on l'a vu aussi en college playoff, qu'il n'arrivait pas à finir le match, qu'il était obligé de sortir, qu'il avait l'air exténué. Donc, il y a aussi des questions, je pense, sur sa condition physique et son implication. Puis, c'est un joueur quand même defensive tackle qui jouera, allez, peut-être 60% des snaps, vu qu'il n'a pas la condition. Donc, est-ce que ça vaut vraiment l'investissement d'un tel choix, surtout avec ces affaires-là? Mais après, oui, quand même, c'est un super joueur. Puis, à Détroit, ça serait un fit parfait parce qu'ils ont un super nose tackle, ils ont 2 bons pass rushers sur les côtés, il en manque juste un 3 technique qui met la pression au milieu. Donc oui, le fit semble parfait. J'en profite juste pour saluer, pour saluer la très mauvaise blague de Twix Nation qui a rebondi sur la phrase de Victor à qui on demandé il traverse quoi Jalen Carter et il a répondu la route avec sa voiture. Voilà, pour le mauvais esprit, pardon. Excuse-moi Jean-Mi, je te laisse enchaîner sur les Raiders. Oui, avec les Raiders, là voilà, là c'est génial, là voilà, il y a Christian Gonzalez de disponible. Écoute, on n'hésite pas une seconde, on prend Christian Gonzalez parce que les Raiders, c'est bon, il y en a marre maintenant, il faut un cornerback, il faut un numéro 1, laisser tomber, faire venir je sais plus qui, là, les Roy Cassine et compagnie. Non, il faut prendre un bon cornerback et puis Christian Gonzalez, il coche toutes les cases, voilà. Il coche la case dimension physique, il coche la case qualité athlétique, il coche la case à prouver à l'université, enfin, je dis pas qu'il est parfait, il n'est pas parfait, évidemment, c'est pas Jalen Ramsey qui arrive, etc. Mais c'est un super cornerback, c'est le besoin numéro 1, c'est très important dans une défense. Devant, tu as Max Crosby qui met la pression, mais ça récolte rien derrière. Je veux dire, un nombre d'interceptions, l'année dernière, c'était 3, non mais 3, où tu vas? Donc, il faut absolument un cornerback. On a réglé le problème du quarterback, même si c'est pas réglé de façon de fou, c'est Jimmy Garoppolo, mais on va pas aller sur un quarterback, on en a un. Il faut régler cette défense et ça commence par un defensive back, un corner numéro 1, Christian Gonzalez. On a bien senti tout le flegme de Jean-Mi sur cette sélection de Gonzalez du côté des Raiders. Mais en même temps, tu as raison. C'est vrai que malheureusement, c'est un problème un peu trop prégnant. A priori, Victor, tu es assez d'accord avec ce choix? Oui, je pense qu'il n'y avait pas tellement de mauvais choix. Tu pouvais partir sur un tackle, tu pouvais partir sur un cornerback. Il n'y avait rien qui me choquait. Là, j'ai l'impression que en plus de partir sur une position premium, tu prends le meilleur joueur disponible. Donc, à partir de ce moment-là, ça me paraît quand même être quelque chose qui fait sens. Donc, non, aucun problème. Il y a un besoin au poste, c'est évident. Très bien. Bon, on va enchaîner du coup avec le 8e choix pour les Atlanta Falcons. Attention. Alors, Victor se marrait parce que je lui ai confié en off que ma priorité en 8e choix, c'est un joueur qui a déjà été sélectionné parce qu'il s'agissait de Nolan Smith. Et il serait parfait à Atlanta, effectivement. C'est pour ça qu'il faut le prendre à 5 à Seattle. Il ne sera jamais disponible après. À Atlanta, il serait parfait. Tu t'es fait squeezer ton effet de surprise, c'est terrible. Eh ben, on change les règles, on fait une mock draft avec Trail, les gars. Je monte en 3. Non, voilà, plus sérieusement, donc on va rester quand même malgré tout en défense du côté d'Atlanta.
Alors, Jean-Mi disait qu'il y avait des problèmes contre la passe du côté des Raiders. Je pense que c'est un fait avéré, que c'est également le cas du côté de la Géorgie. Il y a des rumeurs qui circulent sur des cornerbacks à sélectionner dans le top 10. Honnêtement, et ça c'est vraiment mon avis personnel, j'ai du mal à... J'ai une logique où je me dis, si un cornerback n'est pas vraiment un game changer, j'ai du mal à le considérer dans le top 10. Et là, actuellement, même si j'aime beaucoup, par exemple, le profil à la Devin Witherspoon d'Illinois, j'ai du mal à le considérer avec ce statut-là en numéro 10, enfin dans le top 10, surtout avec le pass rush qu'il aura du côté d'Atlanta. Donc, je préfère booster le pass rush, même si ça fit moins que Nolan Smith, ça me paraît compliqué de passer sur le meilleur joueur disponible, qui est en l'occurrence Tyree Wilson, et qui apportera malgré tout un profil extrêmement complet, un peu plus physique encore en l'occurrence qu'Arnold Ebiketie, qui boostera un peu la ligne défensive. On a vu que Atlanta louchait par exemple sur Calais Campbell il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, il y a une visite qui a été organisée il y a quelques jours de cela. Les deux profils, même si Tyree Wilson est moins costaud, ça ne me paraît pas si déconnant que ça, justement pour booster ce pass rush et ce premier rideau qui pose vraiment problème du côté des Falcons ces dernières années. Donc honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je jetterais sur cette sélection, même si je pense encore une fois qu'Atlanta va plus miser sur de la vitesse que sur du physique avec cette draft-là. Mais il y a une telle explosivité, il y a une telle envergure physique qui pourrait permettre à Tyree Wilson de se faire respecter dans les tranchées du côté de cette NFC Sud, que j'ai du mal à voir Atlanta faire l'impasse non seulement sur la défense, mais en plus sur un pass rusher de ce niveau-là. Mehdi, d'accord avec cette sélection globalement? Je trouve de toute façon qu'il y a tout à reconstruire en défense chez les Falcons. Donc prendre un choix sur une position premium, franchement, c'est ce qu'il faut faire. Après, il y a Luke Van Ness qui peut partir, mais Wilson est déjà plus prêt que pour la NFL. Jean-Mi, je te voyais d'accord aussi? Oui, bien sûr. Oui, ça serait un bon choix. Et je trouve que justement, dans ce système un petit peu hybride qu'aura Atlanta l'année prochaine en défense, voilà, Tyree Wilson, il peut très bien s'inscrire parce qu'il peut être un edge setter, voilà, contrôler un peu la course. Il peut resserrer un petit peu plus à l'intérieur aux côtés de Grady Jarrett également. Donc, du coup, voilà, ça va être bien. Puis, on va laisser une petite chance aux jeunes qui sont déjà sur l'extérieur. Je dirais Bikitier, comme tu l'as dit. Puis, l'autre avec un nom imprononçable, c'est Ogundiji, quelque chose comme ça. Ça, ouais. Voilà, lui aussi, il est très jeune, il a des qualités. Donc, bon, voilà, un Tyree Wilson qui est un petit peu plus à l'extérieur, qui est quand même très costaud, qui a des bras de 150 km. Pourquoi pas? Oui, ça peut le faire. Très belle sélection. Et je pense que tu vois, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied parce que je l'aurais bien pris à Chicago. Hein. Bah écoute, je vais te laisser la main. Justement, je regardais un petit peu. Alors, Fly Raiders qui bien sûr chambre et qui nous dit pourquoi pas un receveur à Atlanta. C'est Ouais. possible, hein. Attention, hein, on est à l'abri de rien, hein. Ça reste un besoin offensivement du côté d'Atlanta. Et c'est vrai que Bill Swerski nous disait, je ne sais pas si Edge, c'est le joueur de Fontenot. À un moment donné, j'espère quand même, parce que bon, c'est pas comme si sur la free agency, j'ai beaucoup de respect pour Caden Ellis, mais je ne suis pas persuadé que ça suffise à gommer les problèmes de pass rush du côté d'Atlanta actuellement. Jean-Mi, je te rends la main donc pour la sélection des Chicago Bears, 9e choix désormais, pour sélectionner qui? Bref, moi je pense que leur plus gros besoin, c'est même pas sur la ligne offensive, c'est vraiment un defensive end. Mais si Tyree Wilson n'est pas là, ben, c'est dommage, quoi. Donc du coup, je vais y aller sur la ligne offensive. Et là, oui, se pose un dilemme. Il y a plusieurs joueurs qui sont très intéressants, mais écoute, je vais prendre celui-là qui finalement a tous les attributs physiques, l'envergure, la taille et puis de l'expérience aussi. C'est Paris Johnson de Ohio State. Et je pense que d'entrée de jeu, dès la première semaine, il peut jouer en tackle droit. Parce que je pense qu'à gauche, ils vont continuer avec Braxton Jones, qui lui aussi est grand, athlétique, belle envergure. Apparemment, c'est ce qu'ils aiment à Chicago. Et voilà, après, tu vois, même lors du camp, pourquoi pas, si Paris Johnson peut jouer à gauche et puis tu mets l'autre à droite, ainsi de suite. Mais il faut renforcer quand même cette ligne offensive. Même si Justin Field est très mobile, il sort beaucoup de la poche, mais il faut quand même renforcer cette ligne offensive. Donc, Paris Johnson. Après, il y a d'autres candidats possibles aussi, bien sûr. Victor, Paris Johnson plutôt que Peter Skoronski. Je vois que c'est assez partagé sur le chat, hein. Sarah qui était d'accord avec le choix de Jean-Mi, Thomas qui au contraire s'étonnait en disant que Skoronski était le tackle numéro 1. Après, c'est aussi une question de fit et de préférence peut-être locale également. Alors, moi, je vais appliquer la même logique que sur Stroud et Young. Désolé pour ma lumière qui va et vient, décidément. Bon, c'est-à-dire que Skoronski, pour moi, est le meilleur tackle, mais le profil le plus rassurant, celui qui coche toutes les cases physiques, celui qui risque d'être privilégié par les franchises, c'est Paris Johnson. Et même un autre dont on parlera, je pense que Skoro, il y a des chances qu'il soit pris en 3e tackle.
On en parlera un peu plus tard. Mais pour le coup, oui, Paris Johnson, bah écoute, il y a un besoin criant de renforcer cette ligne. Il y a un moment, il faut entourer de Justin Fields, quitte à délaisser la défense. Moi, je pense qu'il faut vraiment tout mettre sur l'attaque pour voir si oui ou non Fields est le gars dont tu as besoin. Bon, bah voilà, tu prends un tackle. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et Mehdi, pardon, ton avis sur cette sélection de Chicago et cette décision de sélectionner Paris Johnson? Bah, de toute façon, il faut protéger Fields. Après, personnellement, je serais parti peut-être sur receveur parce qu'il n'a pas grand monde à côté de lui à Il y a DJ Chicago. Moore Mais... qui est arrivé. Bah, maintenant, quand même, ça va. Ouais, mais. Mehdi moi, veut des je mettrais un receveurs pour deuxième. tout le monde, il faut Oui, le oui. savoir. C'est parce que tu es receveur de formation. Mais ça. c'est ça. Eh oui. D'ailleurs, je me propose, si Matt et Ryan m'écoutent, Non, je sais pas, je partirais plus sur receveur parce que même s'il y a DJ Moore, après il y a Chase Claypool, c'est ça, mais je trouve qu'il a un peu baissé de niveau. Après, il restait Darnell Mooney qui a fait une belle saison, mais je le vois pas comme receveur numéro 2. En 3, il serait pas mal, donc je partirais plus sur un autre receveur qui a le profil pour être un bis. bon, après, c'est vrai que la classe de receveur cette année est peut-être aussi un petit peu délicate. Une autre classe qui peut peut-être pâtir de ça, c'est le poste de running back. Et ça tombe bien, puisqu'on va parler du 10e choix des Philadelphia Eagles. Bijan Robinson du côté de Philadelphie, monsieur Roseman? Oui, bien sûr. Surtout Roseman. Surtout Roseman. Écoute, pour moi, le meilleur joueur disponible, c'est Devon Witherspoon, mais à partir du moment où tu as signé tes 2 cornerbacks et tu as un slot cornerback qui est solide aussi, ça fait moins de sens. Un pass rusher pourrait être considéré. On pourrait même considérer un Brian Branch, par exemple, mais encore une fois, Roseman, on le sait, c'est les lignes, les lignes, les lignes et encore les lignes. Quel est le seul joueur qu'on a perdu sur la ligne offensive? C'est Isaac Seumalo, le garde. Et quel est le joueur dont il va falloir préparer l'avenir? C'est Lane Johnson, le tackle droit. Et dans cette logique, je vais prendre Peter Skoronski pour le faire jouer en garde. Et si jamais il a la même trajectoire qu'un Zach Martin, c'est-à-dire qu'il s'impose comme un des meilleurs gardes de la ligue, je ne bouge pas. Je le laisserai toute sa carrière là et j'ai aucun problème à prendre un garde en 10, je dis. Le seul petit défaut de ça, c'est que Cam Jurgens, ce second tour de l'année dernière, va passer une deuxième saison sur le banc à observer Jason Kelce. Mais en même temps, Cam Jurgens a-t-il le physique pour jouer garde? C'est un peu limite. Donc, moi, j'aime bien ce profil de Scoro. Donc, vraiment, pour le faire jouer garde, si ça marche, tu le laisses là. Si jamais tu vois qu'il y a un upside encore plus important en tackle le jour où Lane Johnson part, eh ben, tu le tentes en tackle. Mais on connaît Howie Roseman, c'est les lignes, les lignes, les lignes. Eh ben, je renforce la ligne offensive qui, encore et toujours, est une priorité pour lui année après année. Tout à fait. Je regardais rapidement les réactions sur le chat. Alors déjà, Articotti, tout à l'heure, qui nous disait Jones, premier tackle pour moi. C'est pas une impossibilité, hein. Encore une fois, c'est très, très resserré globalement, je trouve, entre Johnson, Skoronski et Jones, encore plus au sortir du combine. Thomas disait Skoronski en garde, c'est un talent gâché. Après, c'est dans un premier temps qu'on parle. Je pense On qu'il y en disait a pas ça de beaucoup. Zach Martin et aujourd'hui, est-ce que Aussi, vous trouvez que Zach Martin, c'est un talent gâché? Non. Donc, Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de Peter Skoronski du côté de Philadelphie? Ah oui, ça ferait sens. Oui, oui. Pour ce qu'a dit Victor, c'est pas la peine que je paraphrase, hein. Il peut jouer guard, il peut jouer tackle, donc ça peut être pour le présent, ça peut être pour l'avenir. C'est un joueur qui est très technique, donc oui, c'est un super joueur, hein. Et puis pour revenir sur Broderick Jones, moi aussi c'est mon tackle préféré, c'est mon numéro 1. Mais je pense que voilà, on se fie toujours à ce que font les franchises. Et on a vu Chicago l'année dernière donc pris un Braxton Jones, voilà, comme je le disais, qui est très grand, qui a une superbe envergure. Et je pense que voilà, pour eux, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont privilégier Paris Johnson. Après, mon goût à moi personnel, c'est Broderick Jones. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Moi, je ne ferai pas de choix à la draft. Donc, du coup. Mehdi, tu as un avis particulier là-dessus avant qu'on termine le top 10, avant qu'on enchaîne sur la deuxième partie? D'accord avec Victor. En plus, il va pouvoir apprendre avec des monstres de la O-line qui ont une énorme expérience. Donc, même s'il commence en garde, c'est pas grave. Il peut toujours évoluer. Donc, franchement, c'est un super choix. C'est ça. Avoir un rugbyman et un T-Rex sur la même ligne offensive, c'est vrai que c'est quand même, ce sera quand même un grand, grand luxe
du côté de Philadelphie. Donc, pour rappel de ce top 10 en numéro 1, donc les Carolina Panthers ont sélectionné CJ Stroud, quarterback. En 2, les Houston Texans sélectionnent Bryce Young, quarterback également. En 3, les Arizona Cardinals sélectionnent Will Anderson, edge rusher. On a Anthony Richardson, quarterback chez l'Indianapolis Colts. Les Seattle Seahawks qui sélectionnent Nolan Smith, edge rusher. On a également en 6, les Lions qui sélectionnent Jalen Carter, defensive lineman. En 7, Christian Gonzalez qui sélectionne enfin, comme dirait Jean-Mi, un cornerback, à savoir Christian Gonzalez, Gonzalez aux Raiders, voilà, pour faire simple. En numéro 8, les Falcons qui sélectionnent Tyree Wilson, edge rusher. En numéro 9, les Bears qui sélectionnent Paris Johnson, tackle, et un autre lineman offensif, Peter Skoronski, qui atterrit en 10 chez les Philadelphia Eagles. Je reprends donc la main, messieurs, pour annoncer le 11e choix des Tennessee Titans. Alors du coup, il y a 2 tackles qui sont partis. C'est quand même un beau bordel sur la ligne offensive des Titans, mais Rand Carton est aux commandes. Il a décidé qu'on partait sur une nouvelle ère du côté de Tennessee. Je pense que c'est le moment de mettre un peu de mayonnaise et un peu de fantaisie dans tout ça. Hein. Oh là là. Will Levis, quarterback de Kentucky du côté de Tennessee. Yeah. Alors, je sais que ça va en faire hurler certains. De toute façon, dès que j'annonce Will Levis dans une franchise, on me dit, mais cet homme est fou. Mais de toute façon, c'est un joueur qui va peut-être pas descendre si bas que ça. Encore une fois. En plus, ça tombe bien. Il n'y a pas de ligne offensive du côté de Tennessee. Ça tombe bien. Il n'en avait pas l'année dernière du côté de Kentucky. Donc, a priori, il sait à peu près comment s'adapter. Mais au-delà de la plaisanterie, je trouve que c'est quand même un profil qui a une certaine marge de manœuvre, qui n'est pas forcément destiné à jouer tout de suite, qui peut jouer dans un premier temps derrière Ryan Tannehill, hein, même si la collaboration a peut-être commencé à être un peu compliquée pour Tannehill vu les derniers mois qu'il a vécu du côté de Nashville. Mais en tout cas, je trouve qu'il a un profil assez complet. Encore une fois, on a vu qu'il avait un bon bras, une capacité notamment à faire bouger les chaînes très intéressante, une très bonne mobilité également. Je trouve qu'il a quand même des similitudes dans son jeu avec Deshaun Watson, qui a été coaché notamment par le nouveau coordinateur offensif des Titans, Tim Kelly. Donc, je me dis que c'est un profil qui peut éventuellement fitter, une collaboration qui peut être fructueuse éventuellement pour l'avenir. Et à partir du moment où Tennessee décide de repartir d'une page blanche avec son nouveau general manager, ça ne me paraît pas incohérent de dire voilà notre quarterback du futur, on va l'encadrer dans les mois à venir. On sait qu'il y a des besoins sur la O-line. Il y aura d'autres tours de draft éventuellement pour les considérer, que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Mais en attendant, on ne passe pas à côté de l'opportunité de sélectionner ce qu'on estime être notre quarterback du futur. Oui, et puis il y a des gens qui vont te dire oui, mais ils ont sélectionné Malik Willis au 4e tour l'année dernière. Alors bon, déjà, Malik Willis il a été particulièrement nul. Et en plus, on rappelle que, par exemple, les Cardinals, ils avaient pris Josh Rosen, ça ne les a pas empêchés de prendre Kyler Murray. Enfin, je veux dire, on ne s'empêche pas de prendre un quarterback parce qu'on en a pris un au 4e tour d'année d'avant. Je pense en effet que ça va arriver. Il y a une de ces franchises qui va craquer et qui va le prendre. Il a tous les atouts de base, que ce soit la puissance de bras, le physique, etc. Après, je trouve que sous pression, ça a été catastrophique cette année. Alors, il était dans une attaque putride, ça n'a pas aidé. Peut-être que ça ira mieux défendu par cette incroyable ligne composée d'André Dillard, Daniel Brunskill, Aaron Brewer, Dylan Raduns et Nicolas Petitfrère. Hein, c'est vous dire s'il va prendre des sacs. Mais bon, après, à un moment, il faut prendre le risque et ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Alors du coup, je vois Malakitan, je ne veux pas le mal le prononcer, qui me dit « Vas-y, enterre les Titans ». Ce n'est pas mon intention, vous vous en doutez bien. Le meilleur message, c'est quand même Niti Nito qui nous dit « Style, je pense que j'aurais pas dit mieux ». Jean-Mi, Mehdi, un avis sur cette sélection de Will Levis tant qu'on parle de quarterback? Il ne peut pas faire pire que Malik Willis, donc c'est déjà pas mal. Déjà, s'il arrive à lancer la balle, il aura fait mieux que Malik Willis. Donc, voilà, donc, franchement, ça ne peut pas être pire. C'est pas un quarterback que j'aime beaucoup, moi, mais par contre, je trouve que s'il y a quelques équipes comme ça où il irait bien, une de ces équipes, c'est les Titans. Pourquoi? Parce qu'il est mobile, donc du coup, tu peux très bien imaginer un système avec Derrick Henry. De toute façon, ça court beaucoup les Titans, donc il sait le faire. Ensuite, c'est un quarterback, là où il est bon, c'est quand même 3 pas de recul et il lance très vite. Je veux dire, en moins de 2 secondes, le ballon est parti. Ça, il sait très bien le faire. Et les Titans, leur attaque aérienne, elle est bâtie là-dessus. Je veux dire, avec du Treylon Burks, avec voilà, des petits jeux, leur jeune Titan, là, au concours, etc. Donc,
On va pas lui demander de faire 30 000 lectures, de prendre son temps. Non, ça va être des petites quick release, comme on dit. Il a la quick release, donc des petites passes vite fait comme ça. Donc au Titans, ça peut fonctionner. Pourquoi pas? Round 2 qui nous dit sur le chat, les fans adverses vont boire du lait au stade pour le perturber. Alors, c'est vrai qu'on rappelle J'étais qu'il en a train de oui. trouver une expression avec du lait. Là, je me disais, faut qu'on trouve quelque chose parce que c'est quand même du jamais vu. Puisque si vous ne savez pas, il a une peur panique du lait. Ouais. Il crie quand il voit du lait, apparemment. Tout à fait. Bon, bah écoute, on verra ce que ça va donner en tout cas. On va enchaîner du coup sur le choix suivant. Je vais redonner la parole à Mehdi pour le 12e choix des Houston Texans. Houston qui a sélectionné dans la mock draft précédemment donc Bryce Young au poste de quarterback. Par quoi on complète ce premier tour du côté de la franchise texane? Alors, malheureusement, je vais pas partir sur un receveur, même si je pense qu'il en aurait besoin, mais je partirais sur Luke Van Ness. Ils ont des besoins un peu partout, les Texans. Il est peut-être pas encore prêt à jouer en NFL, il est très brut, mais franchement, il a les qualités physiques que tous les scouts NFL recherchent. Pour moi, c'est un freak athlétique. Est-ce qu'il peut devenir, après une ou deux saisons, un monstre? Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il peut devenir un très bon pass rusher. Ça me paraît assez cohérent. Enfin, de mémoire, j'avais déjà mis un edge rusher il n'y a pas longtemps au Texans. Victor, Jean-Mi, vous avez l'air d'accord avec cette sélection de Lucas Van Ness dans le top 12 en plus? Enfin, oui, en soi, c'est une position premium et c'est un joueur qui a un gros potentiel. Mais je serais clairement parti sur receveur pour soulager Bryce Young. Mais après, voilà, Lucas Van Ness, c'est un joueur brut de brut. Il est puissant, ça, s'il s'agit de bull rush, il saura faire. Il faut encore vraiment qu'il travaille sa technique. Et il lui faudra, à mon avis, au moins 1 an, voire 2, pour être à toutes ses capacités. Mais oui, le plafond est absolument immense. C'est vrai que c'est ce qu'on nous dit sur le chat. Il y a des dimensions physiques qui ne sont pas sans rappeler de J.J. Watt. En plus, ça tombe bien, il sort d'une grosse défense de conférence Big Ten. Jean-Mi, tu as l'air d'accord aussi là-dessus, globalement? Oui. Même si et sur la sélection de Van Ness et sur le besoin en poste de receveur, j'ai l'impression. Oui, voilà, les deux, en fait. Comme Victor, je pense que Houston aura du mal à laisser passer le meilleur receveur de cette QV. Parce que voilà, tu as un jeune quarterback, tu lui mets le meilleur receveur, même s'ils ont quelques cibles, mais il faut le meilleur receveur. Mais après, Lucas Van Ness se défendre de toute façon, c'est également une possibilité pour Houston. Il ne faut pas oublier qui est l'entraîneur, c'est DeMeco Ryans. Voilà, c'est un esprit défensif. Il avait une grosse défense à San Francisco. Là, je ne dis pas qu'il n'y a personne. Il y a Greenard d'un côté, tu as Jerry Hughes de l'autre, mais Jerry Hughes a 35 ans. Donc, du coup, tu mets un Lucas Van Ness pour la rotation, ce qui est déjà bien. Et tu prépares l'après Jerry Hughes, donc ça se tient aussi de prendre un defensive end. Après, ils peuvent le faire aussi avec le choix numéro 34, là, en haut du deuxième tour. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont plutôt aller sur un receveur, surtout que le meilleur est disponible. Mais ça se tient aussi, hein, Lucas Van Ness. Il y a un peu de profondeur sur le poste de receveur. Alors, c'est pas dire qu'il n'y en a pas sur le poste de edge rusher, mais voilà, c'est peut-être sur une position peut-être un peu moins glamour. Il y a peut-être possibilité de faire un peu plus de bonnes affaires sur le poste de receveur un peu plus loin, comme tu te disais, avec ce 34e choix. Je te rends la parole justement, Jean-Mi, pour le 13e choix, celui des New York Jets. Quelle direction on prend? Avec ou sans Aaron Rodgers? Pour l'instant, on ne sait pas. A priori, c'est quand même Un quarterback. en bonne direction. Hendon Hooker, donc. Qu'est-ce que tu as choisi pour les New Yorkers? Oui, tous les jours. J'avais préparé une alternative qui aurait sans doute fait discuter aussi, etc. Parce que je pensais que les 3 tackles offensifs seraient partis déjà. Et je pense que c'est une vraie possibilité à la draft que les 3 tackles offensifs soient partis avant le choix 13. Mais là, du coup, non, il en reste un. Alors, je vais pas être original du tout. Je vais prendre Broderick Jones. Voilà, parce que à gauche, c'est Dwayne Brown. OK, il a 300 000 ans. Il peut encore jouer un petit peu. Mais Kai Beton, c'est une montagne, mais il a l'air tellement fragile. Je veux dire, voilà, c'est le talon d'Achille, quoi, le gars. Et Broderick Jones, c'est un danseur. C'est un danseur, il est hyper athlétique, c'est un super tackle. Je pense que tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre à droite, même au pire, peut-être même en garde, il pourrait le faire, mais pour dépanner, parce que sinon, c'est un tackle, il est agressif au contact, il est très mobile, il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, que ce soit le pauvre Zach Wilson, ou alors encore plus, si tu veux venir à Aaron Rodgers, je pense que si Broderick Jones est disponible, c'est un no-brainer, hein, c'est le pic. Ouais. Mehdi, ton avis sur cette sélection des Jets? Oui, après, il faudra bien protéger le quarterback. Après, est-ce que ce sera Zach Wilson ou celui qui veut le battre à l'entraînement? Je ne sais pas. Mais franchement, c'est un bon choix. Broderick Jones, pour moi, c'est le tackle numéro 1 de la draft. Il est immense. Ça me fait beaucoup penser à Trent Brown. Est-ce que c'est le futur Trent Brown? J'espère pour les Jets, mais pas trop pour les Patriots. Donc, franchement, c'est un bon choix. Justement, je vais te laisser la main pour la sélection des Patriots, le 14e choix.
Alors, le meilleur receveur du plateau est disponible, du coup. Est-ce qu'on part vers ça du côté de New England ou est-ce qu'on prend une Mais autre il n'y a plus de direction? tackle. Il y a Oui, plus de voilà, moi tackle. je voulais partir sur Broderick Jones, mais il est parti juste avant, j'ai un J'ai dilemme. l'impression que et Jean-Michel, il pique tous les jours à tout le monde ce soir. Après, le souci des Patriots, c'est qu'on ne s'est pas drafté en premier tour des receveurs, mais je partirais quand même sur... non, je partirais sur Joey Porter, le cornerback. Pourquoi? Parce que aux Patriots, en défense, on n'a que des nains en cornerback. La triplette Jones, ça dépasse... c'est pas très grand, surtout donc. Mais voilà, Joey Porter, il est grand, il a du gabarit, il est physique, il est complet et il nous apporterait de la taille qu'on n'a pas du tout dans cette défense. Franchement, c'est voilà. Ouais, ça me paraît pas déconnant. On parlait de Deontay Banks également, ça me paraît correspondre aussi. Victor, un avis là-dessus, sur cette sélection d'un cornerback d'une part du côté des Pats et en plus Joey Porter Jr.? Et Deontay Banks, je suis pas sûr que les Patriots jouent beaucoup en presse l'année dernière. J'ai pas souvenir. Bah, Ouais, de mémoire, on joue souvent en presse, mais depuis que Gilmore était pas là, après. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même moins, il me moins. semble que c'est une des équipes qui qui jouait le plus en presse l'année dernière. Même Après, l'année c'est dernière, pas. d'accord. Ouais, il Donc me oui, semble. en effet, du coup, le débat Banks peut se tenir. Après, Joey Porter, bah, ça a été pendant longtemps sur le podium des cornerbacks. Maintenant, il s'est fait un peu distancer. Encore que là, étonnamment, il reste Witherspoon. Mais bon, globalement, oui, très bien. Très bien. Faut renforcer ses defensive backs. C'est un joueur qui coche toutes les cases. Encore, bah, espérons qu'il se développe, coaché par un maître défensif qui est Bill Belichick. Très bien, je regarde, ça fait pas trop réagir. Enfin, si, Thomas qui disait ça ressemble pas au pass de prendre un corner, mais j'adore le pic. On nous parlait de la possibilité Michael Mayer également, ça fait peut-être un peu haut pour le Ça fait un peu haut 14e choix. pour un tight end. Après, j'aurais pu partir sur Quentin Johnston, mais c'est pas drafter les receveurs numéro 1. Donc je partirais. Peut-être qu'on Oui, ira le puis, chercher au deuxième ou troisième tour, et encore, c'est même pas sûr. oui, je pense qu'il y a 2-3 red flags aujourd'hui. Des drapeaux rouges, parce qu'on essaie de franciser un maximum de choses Voilà, des en ce drapeaux. moment. Il y a beaucoup de drapeaux rouges autour de Quentin Johnston. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Victor, je te rends la main. Les Green Bay Packers sont sur l'horloge. Eh bien, écoute, c'est formidable parce qu'il se passe exactement ce dont on a discuté avec Alex de la rédaction cet après-midi. Parce que Mhm. forcément, j'ai consulté, hein, et il est propriétaire quand même des Packers. Hein. Tout bon general manager a des assistants. Voilà. Écoute, parce que moi, il y a un truc qui me paraît pas déconnant. Je sais très bien que le groupe de receveurs est jeune, avec Romeo Mhm. Doubs et Christian Watson, mais je pense quand même qu'il faut continuer à le renforcer. Il faut continuer à donner des cibles à Julian Love. Et du coup, je vais prendre l'incontestable meilleur receveur de cette draft, qui est Jackson Smith Njigba, Mhm. qui pour moi apporte un profil très différent. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de mettre un Quentin Johnston à côté d'un Christian Watson. Pour moi, ça ferait plus doublon qu'autre chose. Je trouve que le profil de Jackson Smith Njigba est beaucoup plus complémentaire de Christian Watson. C'est un coureur de tracé, c'est un joueur explosif, c'est un joueur plus fin, plus raffiné, on va dire. Et moi, je suis désolé, je sais que cette année, il n'a quasiment pas joué à cause des blessures, mais je ne peux pas m'enlever de ses performances de la saison dernière. Alors certes, hein, il y avait Chris Olave, il y avait Garrett Wilson, donc il avait d'espace, mais je pense que c'est le meilleur coureur de tracé de cette draft, et c'est un joueur, moi, que j'adore, et je trouve que c'est une aubaine de l'avoir en 15. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de Jackson Smith Njigba, premier receveur qui sort donc dans cette mock draft, troisième du nom. Oui, bah, c'est le meilleur choix possible, je pense aussi. Hein. Parce que comme l'a dit Victor, tu as Watson et tu as Doubs à l'extérieur, mais il y a qui dans le slot? Je veux dire, Lazare est parti, Cobb n'est plus là non plus. Il leur faut aussi quelqu'un de fiable comme ça dans le slot, surtout si tu as un quarterback inexpérimenté avec Jordan Love. Donc oui, c'est le meilleur choix possible. Et c'est pour ça que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Mais sinon, oui, ça serait le meilleur choix possible pour les Packers. Juste avant que je rende la parole du coup à Mehdi qui va nous annoncer le 16e choix des Commanders, le premier receveur est sorti, tu es notre expert receveur. Ton avis sur Smith Njigba du côté des Packers? Alors, je pense que c'est le plus complet. J'aime bien les coureurs de tracé, donc franchement, c'est un bon fit. Après, c'est pas mon préféré. Mon préféré n'est toujours pas sorti. Mais après, franchement, dans le duo, ça fait quand même doublon si tu mets Quentin Johnston.
Et après, Jackson Smith-Njigba, il peut se placer partout sur le terrain quand même. Pas que dans le slot, mais il sera vachement utile partout. Je te rends la main du coup sur les Commanders. Quelle direction on prend pour la franchise de la capitale fédérale? Alors, je partirai encore sur un cornerback. Je partirai sur Witherspoon. Alors, on l'a aperçu, mais Victor sélectionne avec les Steelers juste derrière. Donc, on a vu sa réaction. Je suis dépité, messieurs, dépité. Apparemment, il était suivi. Je suis dégoûté aussi parce que je louchais un peu sur lui avec les Lions. On t'écoute, Mehdi, sur cette sélection de Witherspoon à Washington. Ouais, la défense des Commanders, alors, même si le pass rush n'a pas été exceptionnel l'année dernière, je pense qu'il peut redevenir bon, voire très bon. Et avoir un tel cornerback derrière, ça serait. De toute façon, ça peut être qu'une plus-value par rapport à leur défense actuelle. Donc je pense que ce choix fait sens. Après, il pourrait partir aussi sur safety ou un autre corner, mais je pense que Witherspoon, il collerait bien aux Commanders. Bon, alors, Victor, au-delà de ta déception de ne pas pouvoir le prendre du côté de Pittsburgh, ton avis sur Witherspoon? Il descend relativement. Alors, bas, tout est relatif, Oui, c'est 16e choix. il descend bas, oui. Après, tous les ans, faut bien savoir que selon comment ça tourne et les besoins des équipes, il y a toujours un joueur qui mérite le top 10 et qui va descendre en 15 ou en 17. C'est tous les ans. Hein. Donc là, c'est lui. Clairement, moi, aux Steelers, ça aurait été, mais j'aurais pique en 1 seconde et demie. C'est un playmaker, c'est un super cornerback. C'est génial pour eux. C'est génial, vraiment. Écoute, je vais te laisser la main justement pour surenchérir sur les Steelers. Quelle direction on prend du coup avec Devon Witherspoon off the board, comme on dit? Du coup, je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que clairement, pour moi, il y a 2 besoins qui sont criants. C'est la ligne offensive, mais là, globalement, j'ai personne. Enfin, en tout cas, en tackle, j'ai personne dont j'ai envie. Et il y a les defensive backs. Et du coup, même s'il y a déjà Minkah Fitzpatrick, même si je sais que certains vont peut-être défendre Damonte Kessie, je vais rajouter du talent dans ces defensive backs avec un joueur polyvalent qui peut jouer nickel, qui peut jouer safety. Je vais prendre Brian Branch, qui est pour moi un top 10 talent. Après, il est à une position d'évaluer, donc c'est assez logique de le voir descendre hors du top 15. Mais je pense que c'est defensive back qui a besoin de talent autour de Fitzpatrick parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, sauf mon respect pour Patrick Peterson qui a 72 ans, je crois, le mois prochain, et Levi Wallace qui est quand même pas un foudre de guerre. Donc, il faut rajouter du talent dans cette défense. Et Brian Branch, c'est talent à l'état pur, quoi. Il sait tout faire dans les defensive backs. Je ne serais même pas étonné qu'il finisse cornerback. Alors, peut-être pas extérieur, mais peut-être dans le slot. C'est pour moi, c'est une montagne de talent et Pittsburgh doit prendre le meilleur joueur disponible. Jean-Mi, une doublette de safety made in Alabama, pour toi, ça paraît cohérent chez les Steelers? Pour moi, c'est pas un safety, mais voilà, pour moi, c'est justement un nickel cornerback et c'est aussi un besoin à Pittsburgh parce que de toute façon, il jouait nickel cornerback à Alabama, puis je trouve qu'il n'a pas ni la taille ni la rapidité pour être free safety, il n'a pas non plus le gabarit pour être strong safety, mais par contre, un nickel cornerback dans le slot, il sera juste parfait et c'est un des besoins. Mais après, je pense que le besoin de cornerback extérieur est plus prégnant, donc c'est vrai que j'aurais pas fait ce choix-là, surtout qu'il y a un joueur qui évolue dans une université, c'est la région de Mike Tomlin, le frère Mike Tomlin y a joué, le fils à Mike Tomlin y a joué, et il y a un cornerback numéro 1 qui est là encore disponible. Je pense qu'ils prendront plutôt cette direction-là. Mais sinon, après, oui, Brian Brown, c'est un très bon joueur. Il y a une place pour lui, même à Pittsburgh. Donc, pourquoi pas, ce serait un bon choix aussi. Très bien. Écoute, tu parlais pas des defensive back de Maryland, j'imagine? Peut-être bien. En même temps, il reste que lui. Hein. En premier tour, ça va commencer à se poser là. Le 18e choix, donc pour les Lions de Détroit. Je suis un peu embêté, messieurs. J'ai une deuxième sélection à faire. On rappelle que j'ai sélectionné Jalen Carter au premier tour. En premier tour, en 6e choix. Hein, oui, forcément, on sélectionne qu'au premier tour. Je suis un peu partagé parce qu'en effet, Deontay Banks, ça ferait sens sur cette position-là. Je vais mettre un peu de glamour quand même, parce que c'est pas parce que l'attaque était meilleure l'année dernière qu'elle n'a pas le droit de progresser. Il y a de la menace sur du jeu intermédiaire avec Amon-Ra St. Brown. Il y aura de la menace sur du jeu vertical avec Jamison Williams. Et je vais jouer un peu plus la sécurité sur les tracés courts et je vais m'appuyer sur un Michael Mayer au poste de tight end. Ça peut paraître relativement haut
en 18e choix. Encore une fois, on lui reproche beaucoup ses problèmes de vitesse, notamment. C'est peut-être pas le meilleur bloqueur du plateau, mais justement, avec l'autre joueur de Notre-Dame, Brock Wright, ça peut permettre, notamment sur des formations avec beaucoup de tight end, d'avoir cette complémentarité-là aussi. Donc, manifestement, Michael Mayer, ça me paraît, là aussi, en partant du principe qu'il y a 2 choix au premier tour, une denrée assez intéressante pour éventuellement avoir un tight end titulaire d'emblée, une menace supplémentaire dans les airs pour Jared Goff, tout en lui permettant malgré tout d'être un peu mieux protégé encore, hein, avec la bonne ligne offensive qui est actuellement du côté des Lions. Donc voilà, j'ai priorisé la défense sur le premier choix. Je reste focalisé sur l'attaque en n'oubliant pas malgré tout que le quarterback peut être sujet à quelques petites problématiques ici et là, quelques petites sautes de concentration. Donc voilà, je renforce quand même les 2 côtés du ballon du côté des Lions en misant sur le tight end de Notre-Dame. Mehdi, ton avis sur cette sélection de Michael Mayer? Je trouve que c'est un bon complément, surtout que Kenson il est parti, donc il y a un peu plus personne à cette position. Après, on dit qu'il est pas super bon bloqueur, je le trouve quand même correct, donc franchement ça va être utile. Après, la vitesse pour un tight end, c'est pas le critère le plus important pour moi. S'ils arrivent à bien courir ses tracés, ils bloquent bien, franchement, c'est déjà la grosse partie du travail est déjà faite. Alors, je vois que c'est assez sceptique quand même sur le chat. Baptiste notamment qui lui dit « je ne pense pas ». Une fois, sait-on jamais. S'ils partent sur un corner avec cette position-là, avec ce choix-là, en tout cas, je ne tomberai pas de ma chaise très très clairement. Hein. Entendons-nous bien. Est-ce que des Travis Kelce, des Dallas Goedert et tout sont particulièrement rapides? C'est pas Non, voilà, l'impression que j'ai. c'est pas les plus rapides. J'ai pas Robocop, l'impression que c'est ça pas soit rapide. fondamental pour être un bon tight end. Hein, mais- Après, ils avaient un peu plus rapide que Michael Mayer, notamment au combine. Et c'est vrai qu'en effet, alors, on me dit à raison, oui, TJ Hawkinson n'a pas été échangé l'année dernière pour drafter un tight end au premier tour. Ça dépend aussi ce qu'on veut obtenir du tight end. Je pense que Mayer peut apporter dans les airs, j'ai la sensation que Mayer peut apporter un petit peu plus qu'Hawkinson. Après, sur les phases de bloc, ce sera peut-être autre chose. Mais comme je disais, ça peut être en tout cas un peu plus complémentaire de ce qu'ils ont actuellement aujourd'hui dans la tight end room. On passe au 19e choix. Mehdi, je te rends la parole avec la sélection des Tampa Bay Buccaneers. Alors, les Buccaneers, de toute façon, ils se font qu'ils reconstruisent. Donc, je partirais. Alors, peut-être que c'est un reach, je sais pas. Je partirais sur Darnell Wright, le tackle. Pourquoi? Parce que cette année, en 2022, 0 sac. C'est un monstre. Franchement, c'est un monstre. C'est un bulldozer. Il manque de technique. Mais après, de toute façon, ils sont en reconstruction et autant commencer par les lignes. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Jean-Mi, ton avis sur Darnell Wright du côté déjà en 19e choix et du côté des Bucks? Ah, j'aime beaucoup Darnell Wright, j'aime beaucoup. Il est grand, il est costaud, en même temps il est athlétique. Et tu fais repasser Tristan Wirfs à gauche parce qu'il sait le faire. Il a joué à gauche et à droite à l'université. D'ailleurs, Wright aussi. D'ailleurs, les deux se ressemblent un petit peu, mais après, bon, Wirfs c'est un phénomène. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment le choix qu'ils doivent faire. C'est même pas ni cornerback ni receveur. Si Darnell Wright est disponible, c'est le choix pour Tampa Bay. J'en mettrai ma main à couper. Donc ouais, moi c'est un choix qui me plaît. J'aurais fait le même. Très bien. J'en profite pour remercier Bad News Marco qui s'est abonné pour le 7e mois et qui nous dit vive TDA et surtout Marco. Voilà. Vive Marco, en effet. Ok. Et Marco. D'accord. Voilà. On va enchaîner du coup sur le 20e choix. Jean-Michel, je te rends la parole avec la sélection des Seattle Seahawks. Tu as donc sélectionné Nolan Smith tout à l'heure, edge rusher de Georgia. Quelle direction tu prends pour le deuxième pick de Seattle dans ce premier tour? Ben, c'est vrai que Bijan Robinson, ça serait séduisant quand même, tu vois. Mais bon, ils ont pris Kenneth Walker l'année dernière, il a très bien marché, donc il faut quand même pas abuser non plus. Moi, je pense que Seattle va prendre un coureur cette année, c'est obligé, déjà c'est leur ADN. Et puis l'enfant, il faut un complément. Ils ont perdu aussi Travis Sommer, etc. Mais je pense pas au premier tour. Et c'est un petit peu la même logique qu'on a fait tout à l'heure avec les Packers. Il y a déjà 2 receveurs à l'extérieur, mais dans le slot, il y a qui? Il y a Dewan Eskridge. Bon, voilà, vas-y. Non, je pense qu'il faut rajouter une cible supplémentaire, surtout que Lockett commence à vieillir un tout petit peu. Donc j'y vais avec un receveur qui vient d'une université que Pete Carroll connaît bien et c'est Jordan Addison de USC. C'est un joueur qui a à la fois suffisamment d'explosivité, qui fait des bons tracés, qui peut jouer un petit peu de partout, que ce soit dans le slot ou à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est un très, très bon receveur et je pense que c'est peut-être ce qui leur manque là maintenant à Seattle, tu vois. Alors après, oui, j'ai peut-être aussi pensé peut-être à lineman offensif, mais bon, moi, je pense qu'un receveur comme Addison, ça ferait sens. Victor? Ouais, oui, en soi, ça nuit pas à une attaque d'avoir un bon receveur comme ça. Je serais peut-être parti sur les lignes, c'est peut-être mon côté Roseman.
Je serais peut-être parti sur ou ligne offensive ou ligne défensive. D'ailleurs, les deux étaient envisageables. Mais bon, en soi, ça va très bien, hein. C'est comme dit Jean-Mi, tu draftes pas forcément pour des besoins immédiats. Ils vont probablement pas jouer le Super Bowl avec Geno Smith. Tant mieux si ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que en effet, Lockett, il sera pas éternel. Il faut préparer l'avenir et c'est pas choquant. Ouais, franchement, j'ai hésité entre donc au départ, moi j'avais prévu de prendre un guard. Voilà, on en parlera sans doute tout à l'heure de ce joueur-là. Mais vu qu'Addison était disponible, je me dis que tu peux choper aussi un guard au deuxième tour. Ils ont encore 2 choix au deuxième tour, etc. Au niveau du centre, ils ont signé Evan Brand, donc je pense pas qu'ils vont prendre un John Michael Smith, par exemple, que j'aime beaucoup. Et donc ouais, ça m'a paru un choix qui est faisable, possible. Après, Oui, oui, il y a de la logique là-dedans. Et puis encore une fois, là aussi, comme pour Détroit, on considère un besoin en attaque et un besoin en défense pour continuer de dynamiser une équipe qui est en playoff la saison dernière. Un petit récapitulatif rapidement donc, de la deuxième partie de cette draft avec les Titans qui ont donc sélectionné l'excellent Will Levis, quarterback de Kentucky. Les Houston Texans sont sélectionnés avec le 12e choix Lucas Van Ness, edge rusher. En 13, les New York Jets sont sélectionnés, si je me rappelle bien, Broderick Jones, tackle. En 14e choix, les Patriots ont sélectionné Joey Porter Jr., cornerback. En 15e choix, les Green Bay Packers sélectionnent Jackson Smith-Njigba, receveur d'Ohio State. En numéro 16, les Commanders récupèrent Devon Witherspoon, un cornerback. On a également en 17 Brian Branch, defensive back d'Alabama du côté donc, des Steelers. En 18, Détroit sélectionne Michael Mayer, tight end. En 19, Tampa Bay récupère Darnell Wright, tackle. Et en numéro 20, les Seahawks récupèrent Jordan Addison, en receveur. On passe donc à la dernière partie de cette mock draft avec le 21e choix, les Los Angeles Chargers. Victor, je te rends la parole pour la sélection de LA. Écoute, je suis bien embêté parce qu'il y a plein de directions. Il y a plein de directions possibles. Je le dis tout de suite, je pars du principe pour l'instant que Ekeler est là. S'il est drafté, s'il est échangé, ça pourrait changer la donne. Hein, mais je pars du principe qu'Austin Ekeler est là. La position de cornerback, j'ose espérer que Jesse Jackson retrouve son niveau l'année prochaine. Et du coup, je vais compléter cette ligne offensive, puisqu'on a eu Slater, Sellier, Lindsay et Zion Johnson qui ont vraiment consolidé. Après, au niveau du right tackle, aujourd'hui, c'est Trey Pipkins, si je ne dis pas de bêtises, qui pour moi est un joueur assez limité. Donc, je vais partir sur un tackle. Il n'y a pas Jamari Sawyer qui était pas mal l'année dernière? Moi, je le vois plutôt en garde. Ok, ça s'entend. Moi, je le vois plutôt en garde, dans ma logique en tout cas. Et du coup, tackle droit, je vais prendre une montagne. Je vais prendre Dawan Jones. Oh, ok. Alors, ça va faire parler. Hein. Il y a la moitié du chat qui va dire que c'est trop haut. Mais c'est un joueur qui, pour moi... Alors, on parlait de Trent Brown à un moment dans cette mock. Pour moi, c'est lui, Trent Brown. C'est vraiment cette montagne athlétique et physique qui est née pour jouer à droite et qui peut vraiment faire le travail. Alors, techniquement, il faut encore qu'il bosse. La première année, ça ne sera peut-être pas incroyable pour lui. Mais vraiment, moi, je l'imagine comme ça, cette ligne offensive. J'imagine Slater, Salyer, Lindsay, Zion Johnson et Dawan Jones. Et je me dis que tu es en train de construire une sacrée ligne pour les années à venir pour Justin Herbert. Donc voilà, c'est peut-être un peu rich, mais je trouve que c'est le joueur qui allait le mieux dans le système. Tout à fait, oui. Oui, on nous dit que ça reach un petit peu sur le chat. Mais bon, oui, ça reach. Non, mais c'est assumé. c'est pas choquant. Hein. Franchement, je ne serais pas en tout cas surpris de voir Dawan Jones sortir en 21. Je le répète souvent, mes dernières parties de la draft, dernière partie premier tour, ça reste des choix assez sécures d'aller chercher un lineman offensif. C'est aussi pour ça qu'a priori, Zion Johnson avait été sélectionné par les Chargers l'année dernière, à peu près dans ces mêmes positions-là. Donc à voir. Jean-Mi, tu veux remonter là-dessus? ouais, moi, dans One John, ça ne me choque pas du tout. Mais ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que Trey Pipkins vient d'être re-signé. Juste là, ils ont re-signé 3 ans. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on ne l'aime pas trop. Sur la ligne. Hein. Ouais, mais ouais, je sais pas. Enfin, nous, on l'aime pas, mais après, oui, eux, ils l'aiment bien. Donc, du coup, c'est ça qui me surprend un petit peu. Mais après, oui, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis un enfant spirituel de Will Roseman. Hein. Si j'ai 7 linemen, je suis content. Hein. Ouais. Oui, bien sûr.
On Mais va encore enchaîner. une fois, Ah. si Austin Eckler était changé, mon choix aurait été tout trouvé. Ah ah. On passe au 22e choix, les Baltimore Ravens. C'est moi qui m'y colle. À chaque fois, vous me mettez dans des situations, les gars, c'est pas cool. Oh, bah là, c'est facile quand En même. termes de passe D, là, vous n'êtes pas cool. Franchement, alors, on prend la logique de l'instant T. Hmm. Je sais que Lamar Jackson a fait une demande de trade. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas tradé. Hein, en 22e choix, on parle de Rich. Alors là, je pense que Hendon Hooker en 22e, c'est même plus un Rich. C'est bien au-delà. J'avoue que j'avais un chouchou sur le poste de receveur qui n'est plus là depuis très longtemps, mais ça ne m'étonnerait pas trop. Hein, je pense qu'un Smith Njigba du côté des Ravens, ça n'aurait pas été déconnant vu le type de receveur qu'aime beaucoup Todd Monken. J'ai du mal à avoir un receveur qui fit vraiment au-delà de celui-là. Donc, du coup, je suis partagé, c'est ou un défenseur ou un running back. Et franchement, je me dis, allez, YOLO, on y va, c'est pas grave. Je vais mettre toute la fanbase des Ravens à dos. J'y vais avec Bijan Robinson, running back de Texas. Pour une raison simple, que j'avais déjà évoquée notamment sur le papier sur les Buccaneers, papier War Room intersaison. Il y a un gros point d'interrogation sur le poste de quarterback, ça c'est un fait. Il y a en effet J.K. Dobbins qui est là, mais voilà, dans quel état physique? Il reste en fin de contrat l'année prochaine. Donc, il y a aussi, je pense, des petits points d'interrogation à ce niveau-là. Et pour une équipe qui était dominante il n'y a pas si longtemps que ça sur le jeu au sol et qui a perdu malgré tout son emprise dans ce domaine-là, remettre un petit coup de boost avec un Bijan Robinson, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour justement continuer d'avoir une attaque assez dominante dans ce registre-là. Donc voilà, si Dobbins est en forme, je pense qu'un duo Dobbins-Robinson, ça ne me paraît pas déconnant. Alors, c'est sûr que ça paraîtra relativement unidimensionnel malgré tout. Mais très franchement, voilà. J'hésitais. Il y a du Brian Breezy, il y a du Cam Smith éventuellement peut-être en défense. Bijan Robinson, ça me paraît encore une fois être non seulement le meilleur joueur disponible sur le plateau, mais en plus c'est un joueur qui, à terme, avec la potentielle fin de contrat de J.K. Dobbins qui arrive, peut être un joueur en effet sur lequel Baltimore peut se reposer pour les prochaines années. Mehdi, Jean-Mi, un avis là-dessus? Alors, avant que je regarde fébrilement le chat. Ouais. Bah, je pense que, comment dire, si Lamar, c'est possible qu'il va dire qu'il va partir, et je pense que si, en fonction des tours de draft qu'ils vont avoir, ils vont prendre le quarterback avant. Donc, je pense que Robinson, ce serait une bonne idée en 22e. Franchement, c'est un talent top 10, mais ouais, je pense que si Lamar est parti, le quarterback, ils l'ont pris avant. Donc, ça me choque pas. Oui, et puis Jean-Mi? quel coureur, quel coureur. De toute façon, c'est un coureur fantastique. Et puis les Ravens, ça court. Donc oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on s'attend plus à ce qu'ils prennent un cornerback, etc. Puis il y a toujours ce truc sur un running back au premier tour, ça sert à rien. Mais c'est pas un running back, lui, c'est un running back. En même temps, c'est un receveur. Enfin, il fait tout. Donc oui, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Alors, c'est réclamé sur le chat. Hein. C'est vrai que je l'ai annoncé au moment où il s'est momentanément absenté. Désolé, Victor, petit problème un technique. running Ah. back au premier tour. Je m'absente 30 secondes et c'est le bordel, quoi. Bijan Je veux dire, non, mais Robinson à Baltimore. quand je vous laisse sans surveillance, ça fait n'importe quoi. Ça, c'est terrible. Écoute, Bijan Robinson, encore une fois, c'est au niveau du talent pur, c'est un top 5, top 10 talent, aucun problème. Joueur extrêmement polyvalent, extrêmement moderne. Talent possiblement générationnel. Ah, Après, voilà. le bingo est passé. Mais le fait est que statistiquement, les carrières des running backs sont très incertaines et très peu durables. Donc, en effet, j'ai tendance à penser que prendre un running back au premier tour, c'est une mauvaise idée. Après, voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire c'est pas une attaque contre le joueur, qui a un talent immense, immense. Je reste persuadé que tu as plus de chances de choper des McCaffrey qui loupent une saison sur 2 que de choper des Frank Gore qui restent 20 ans en bonne santé. Il a rebondi, hein, McCaffrey, attention. Hein. On a vu que Barclay et McCaffrey, deux légendaires premier tour, avaient plus de ressources que ce qu'on pouvait soupçonner. Donc, voilà. Et Bill Squarski nous faisait souligner à raison qu'ils ont quand même Tyler Huntley récemment pro bowler. Hein. Donc, attention. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
Le besoin n'est peut-être pas si urgent que ça au poste de quarterback. Mehdi, je te rends la parole pour parler des Minnesota Vikings qui ont donc le 23e choix pour sélectionner qui? Alors, pour moi, les Vikings sont sur une position, et c'est la position de receveur. Je vois que mon chouchou est toujours disponible, donc je vais partir sur lui, c'est Quentin Johnston. Pour moi, c'est peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est le receveur numéro 1 de la draft. Il coche toutes les cases. Et pour moi, il peut devenir vraiment un top receveur de la NFL. Ah oui, il y a des petits red flags, mais franchement, il a un talent immense. S'il arrive à être un peu meilleur au niveau des blocs et aussi à la bataille en 1 contre 1, parce que malgré sa taille, c'est pas sa qualité première, mais il peut être exceptionnel. C'est sûr. Bon, en tout cas, oui, ce serait une bonne opération pour les Vikings. En tout cas, ça permettrait d'avoir un receveur numéro 2 décent derrière Justin Jefferson. Pardon. Oui, derrière Quentin Johnston, oui. Non, j'allais dire Quentin Jefferson, mais bon, on va peut-être changer les prénoms à un moment donné. Jean-Mi, Victor, lequel veut se lancer sur Quentin Johnston, j'y y arrivé. Écoute, moi, quand je scoute un receveur, mon critère numéro 1, c'est la séparation. Et la séparation chez Johnston, je la vois pas souvent. J'ai un peu des flashbacks de Drake London quand je regarde. Et bonne saison, Drake London. Hein. Et je n'aime pas pour les mêmes raisons. Après, c'est pas la même vitesse. Hein. Possiblement, il peut atteindre un plafond à la Sean Jeffrey ou quelque chose comme ça. Mais après, je suis un peu réservé sur le joueur. Mais enfin, quand on regarde, on va dire, la majorité des analystes ici aux États-Unis, Johnson, c'est pour beaucoup un top 20 talent. Donc, on peut considérer qu'en 23e, c'est une bonne affaire. Jean-Mi, pour mettre tout le monde d'accord, entre guillemets. Il est grand, il est rapide, et puis il casse très bien les plaquages, il gagne beaucoup de yards après réception, donc allez, pourquoi pas. Moi, je pense que Minnesota, il y a une autre direction qui m'interpellait davantage que receveur, même si c'est vrai qu'ils ont perdu Thielen, mais c'était plutôt cornerback. Je les vois plus aller sur un cornerback, mais après, pourquoi pas un receveur aussi. Ils ne savent pas drafter cornerback. C'est le même principe que les Patriots qui ne savent pas drafter receveur. Faut pas faire. Mais bon, ils t'en font, hein, tu le prends. Ouais. Alors justement, Jean-Mi, oui. Jacksonville Jaguars sont sur l'horloge. Ouais. Avec le 24e choix. Quelle direction on prend? Non, mais dis-le nous si tu veux pas faire ton choix. Ben non, moi, je veux, mais. Ton choix, là, oh. Ben, en fait, je suis embêté parce qu'il y avait un joueur qui était vraiment parfait, je trouve, pour les Jaguars, c'est Brian Branch, parce qu'en fait, on a bien vu que Darius Williams, quand il jouait nickel cornerback, c'était moyen. Quand il le repassait à l'extérieur, c'était extraordinaire. Du coup, j'aimerais bien le laisser à l'extérieur, Darius Williams. Donc là, Deontay Banks, j'aime beaucoup comme cornerback, mais est-ce qu'il va pouvoir jouer dans le slot? Je sais pas. Donc du coup, ben voilà, on va faire un petit peu un choix YOLO, on va un petit peu se lancer comme ça, on va un petit peu rigoler. Et en même temps, je trouve que ça aurait du sens également. Et moi, je vais y aller avec Kalijah Kancey, le défensif tackle de Pittsburgh. Voilà, parce que c'est un défensif tackle qui n'a pas la bonne taille, mais alors il est inarrêtable parce que non seulement il est explosif, mais en plus il a une super technique. En même temps, c'est pas étonnant. Le gars, il est habitué à jouer contre des gens plus imposants que lui, donc il a une super technique. Il est juste inarrêtable. Donc voilà, tu as Josh Allen et Travon Walker d'un côté, tu ajoutes un Kalijah Kancey au milieu des deux, et là enfin, tu vas pouvoir mettre de la pression sur les adversaires. Donc allez, Kalijah Kancey de Pittsburgh. Victor, tu fais la moue. Tu as déjà pris un défensif tackle en premier choix l'année dernière, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais même si officiellement c'était un edge. Non, en soi, oui. Enfin, ramener du talent sur les lignes, je suis jamais contre. C'est vrai que je serais peut-être parti sur la ligne opposée. Mais très bon joueur. Écoute, non, je pense que les Jaguars sont à un moment de leur construction où ils doivent prendre celui qui est le premier sur leur board. Si c'est Kalijah Kancey, bah go. Par contre, la ligne opposée, je vois pas. Excuse-moi, Grégory, je vois pas la ligne opposée. Tu voulais dire quoi? Je voulais dire que à côté de Fortner et Scherf, moi, j'aurais bien mis un petit garde. Mais bon. Ah, mais Châtelet et Bartsch, ils ont fait une bonne saison, donc je vois pas le besoin de prendre moi, un guard au premier tour. Bartsch, mais en il y a soi, Châtelet qui a fait une bonne saison. C'est pour ça j'y ai pensé aussi, parce qu'il y a un guard qui est disponible et qui est bon. J'y ai pensé, mais les deux guards ont été plutôt bons, ces deux-là, plus Schrepp. Non, mais donc, ça s'entend. Walker Little a été bon quand il a remplacé Robinson, donc à droite, ils ont aussi quelqu'un. C'est pour ça que je ne les vois pas aller sur la ligne offensive au premier tour, mais oui, c'est possible, hein, bien sûr.
Très bien. Bon, bah écoute, on aura du mal à nous mettre d'accord là-dessus, mais en tout cas, oui, On non, n'est c'est jamais vrai. d'accord avec Victor, on n'est Oui, jamais d'accord. c'est notre marque de Surtout, fabrique. Si on commence surtout à sur être les Jaguars, d'accord. j'ai l'impression que chaque année, la draft des Jaguars voilà, est formidable et on a vraiment Ouais, hâte mais moi, je dis d'être plus de avril mal, c'est prochain. Doug Pederson. Donc, c'est dans Ah, mon cœur. C'est voilà, là, tu sais, hein. c'est ça. On va enchaîner avec le choix des Giants. Alors là encore, moi aussi, puisque c'est moi qui m'en charge, je suis partagé. J'ai deux directions en l'occurrence. Le receveur que je voulais pour les Giants, en tout cas que je pressentais être le plus adapté au système offensif, n'est pas disponible. Hein. J'avais notamment des vues sur Jordan Addison, en l'occurrence, qui est donc parti du côté des Seahawks. J'aime beaucoup un joueur comme Zay Flowers. Maintenant, je me dis qu'il faut protéger Daniel Jones. Il faut améliorer la défense également, hein, parce qu'on a fait une belle saison avec beaucoup de no-names en défense, mais ça va peut-être pas durer bien longtemps. Je suis un peu dans une logique presque de meilleurs joueurs disponibles. Et si je compare un petit peu tous les profils, je me dis que peut-être celui qui serait le plus intéressant pour les Giants, en l'occurrence, c'est Deontay Banks, qui représente un besoin sur le poste de cornerback qui colle beaucoup plus au profil de défenseur qu'affectionne Don Martindale, avec beaucoup justement de défense en presse. On sait que c'est un joueur qui n'a pas peur du défi physique, qui a déjà joué dans des backfields défensifs très fournis du côté de Maryland, et qui, je pense, apporterait cette intensité à la défense et au dernier rideau des Giants, justement, quand il faudra défendre des Jay Brown, des CeeDee Lamb ou des Terry McLaurin dans la NFC Est. Donc voilà, même si en attaque, ça me paraît important de protéger Daniel Jones et le gros contrat qu'on vient de lui offrir, ou avec un lineman, ou éventuellement avec une cible pour éventuellement lui apporter d'autres solutions. Je pense que cornerback sur cette position-là, c'est pas forcément un mauvais calcul. Voilà. Du coup, Jean-Mi, tiens, tu as l'air d'accord là-dessus, a priori? Oui, ça serait bien. Oui. Puis c'est un très bon quarterback. Et puis il a assez glissé là. Voilà, il a tout. Il a montré à l'université. Il a quand même des bons instincts. Puis il est très athlétique. Et oui, c'est un très bon joueur, Deontay Banks. Et ça ferait du bien, je pense, aux Giants. C'est vrai qu'on pense toujours là, Daniel Jones, faut l'entourer. Mais quelque part, il a déjà des cibles et c'est plutôt des cibles plutôt petites et rapides. Et c'est ce qui nous reste là. Donc, ils peuvent trouver un receveur un peu plus grand, un petit peu plus tard. Je veux dire, des mecs comme Hutchinson ou Tillman, etc. Mais là, moi, ça me paraît un bon choix, ouais, Deontay Banks. Ouais, je pense que les Giants, ils sont au début de leur reconstruction. Il ne faut pas se laisser avoir par le fait qu'ils aient eu les playoffs cette année, et tant mieux pour eux. Mais il y a quand même encore beaucoup de trous. Donc, le meilleur joueur disponible, c'est une position où tu as besoin. Parce que, bon, ton cornerback numéro 2, ça ne va pas être Cordell Flott ou des mecs comme ça. Donc oui, je pense que c'était le meilleur joueur disponible à une position premium. Ils en ont besoin. C'est vrai que le deuxième corner aujourd'hui, c'est un joueur de UCLA, on sait que c'est pas fiable. Donc, du coup, en l'occurrence, faut aller vers un joueur d'une autre université. Victor, je suis content que tu le reconnaisses. 26e choix, pardon. Jean-Michel, je te rends la parole pour la sélection des Dallas Cowboys. Oui, et Dallas Cowboys, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs directions, peut-être cornerback, même s'ils ont fait venir Stephen Gilmore. En fait, j'hésite surtout entre deux joueurs, c'est deux joueurs de ligne, donc j'ai du mal à faire mon choix, je sais pas trop. Mais là aussi, j'ai envie d'y aller un petit peu, et je vais y aller avec un gars qui a un nom imprononçable, il s'appelle Adeto Wima Adebawore. Voilà. J'ai hésité avec un guard offensif, mais je vais y aller avec un defensive line parce que c'est un joueur qui lui aussi un petit peu comme Kansé, mais c'est pas le même profil, mais il manque de gabarit, mais alors qu'est-ce qu'il est puissant, en plus il est très athlétique. Alors je sais bien qu'il y a Ozzy Odigizua qui joue en 3 techniques, qui est bon, mais de toute façon il fait de la rotation sur la ligne défensive, et puis c'est un joueur qui te propose autre chose, c'est vraiment une pièce d'échec que tu vas pouvoir bouger parce que avec Northwestern il jouait beaucoup defensive end, je pense qu'il jouera davantage 3 techniques en NFL, mais tu peux le faire bouger de l'un dans l'autre. Je pense même que sur 3e tentative, tu peux le mettre en 1 technique et t'en mets 2 autres à côté. Comme ça, tu peux faire beaucoup de choses avec ce joueur-là. Il a un profil tellement intriguant que je pense que voilà, si tu as un Micah Parsons qui déborde de l'extérieur, il y a toujours des Marcus Lawrence et puis tu rajoutes un joueur comme ça, Debaouré, comment tu peux le défendre? C'est très, très difficile. Donc, ça me paraît, voilà, des fois, c'est aussi ça. Comment dire, c'est pas tellement la draft, c'est pas toujours combler une faiblesse ou un besoin, c'est aussi renforcer une force, apporter une petite touche finale comme ça, une petite cerise sur le gâteau de cette ligne défensive des Cowboys. Donc pourquoi pas avec ce joueur-là à Debaouré.
Mehdi, ton avis sur Adebayoré qui donc en plus de Digizua va faire exploser le budget flocage des Cowboys? C'est un bon choix. Après, je serais peut-être pas trop parti sur celui-là, mais après, c'est un choix intéressant. Après, on est en fin de premier tour. Tu essaies de voir aussi les potentiels, donc pas forcément le meilleur joueur disponible. Mais je pense que celui-là, il peut vraiment exploser aux côtés de Lawrence et de Parsons, parce que ce sera pas lui la cible prioritaire des lignes offensives. En tout cas, un projet très, très intéressant, très séduisant, comme on avait pu le voir lors du Combine. Alors, on nous dit, vous avez oublié Miles Murphy. Attention, Miles Murphy, petite cote en légère disgrâce en ce moment pour Miles Murphy. Et il faut rappeler qu'on est aussi sur une position voilà, premium où il y a quand même beaucoup de joueurs qui voient leur cote grimper, dont notamment Adebayoré, comme je l'ai dit, par le biais notamment de son Combine. On passe au 27e choix. Les Buffalo Bills sont sur l'horloge. Monsieur Roulier, je vous rends la main pour cette sélection de Buffalo très attendue. Eh ben, choix étonnamment facile. Alors, peut-être que Jean-Mi va vouloir nous défendre nos chers amis Ryan Bates ou Connor McGovern, mais pour le coup, O'Cyrus Torrence, qui est encore disponible, qui est pour moi le meilleur garde de cette QV. Il faut protéger Josh Allen. C'est un besoin pour cette équipe. Alors certes, ce n'est pas une position premium, mais en même temps, c'est un effectif très complet. Les Bills, ils ont quand même adressé les faiblesses relatives en defensive back au moment de la free agency. Donc, il ne reste pas tant de trous que ça. Et il n'y a aucun running back. Si Robinson était tombé, j'aurais pris Robinson, mais il n'y en a aucun autre que j'ai envie de prendre en 27. Donc, renforcer la ligne offensive, encore une fois, je me sens vraiment Howie Roseman ce soir. Hein. Je ne prends que des Hangmen. Jean-Mi, d'accord avec cette sélection, j'imagine, de qui sélectionne O'Cyrus Torrence. Oui, c'est un très bon choix. Et c'est un très bon joueur que j'ai considéré aussi pour Dallas, que j'ai considéré aussi pour d'autres équipes, même pour Seattle, par exemple, avec le choix 20, c'est possible aussi, parce que voilà, c'est un très bon guard, il a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il est puissant, mais en même temps mobile. Pour le jeu de course, il est bon, il est également capable en protection. Et oui, pour les Bills, ça serait très bien, effectivement. Ouais, super choix. Et ben on va passer du coup au 28e choix, celui des Cincinnati Bengals. Et c'est Mehdi qui s'y colle pour savoir qui va accompagner Joe Burrow et la franchise de l'Ohio. Je vais partir sur le second tight end du premier tour. Je partirai sur le Dalton Kincaid. Désolé pour la prononciation. Et parce que Hurts, il est parti du côté des Bengals. Et le titulaire, c'est Irv Smith, si je me trompe. Oui, il est parti de là-bas. Et donc, il est parti. C'est Irv Smith maintenant qui est le titulaire, je crois. Et je pense que ça peut être un bon tight end, mais je pense que Kincaid a un plus haut plafond avec son passé d'athlète aussi au basket. Donc tight end, il va chercher les ballons très hauts, c'est utile, il a des bonnes mains. Et par rapport à Mayer, même si je préfère Mayer, il est un peu plus rapide, donc il peut déjà être une menace profonde. Victor, d'accord avec ça? Ouais. C'est que t'aimes bien Kincaid, a priori. J'aime bien Kincaid, et puis ça fait une cible de plus. C'est un poste quand on a besoin. On sait qu'on a vu avec Uzoma dans le passé que Burrow sait bien jouer avec ses tight ends. Donc non, rajouter encore une cible pour rendre cette attaque encore plus létale, c'est très bien, d'autant plus que la grosse faiblesse de l'effectif, c'est defensive back. Mais là, on se retrouve à un moment où tu n'as pas forcément de choix qui vont être très séduisants. Donc non, je trouve ça très bien. Stéphane qui nous dit sur le chat, merci Mehdi, un bon choix. Donc je pense que c'est globalement partagé. Donc ce qui me paraît assez logique également de mon côté. Jean-Mi, on arrive sur les 3 dernières sélections de cette mock draft et tu as l'honneur de sélectionner en 29e choix pour les New Orleans Saints. On récupère enfin un premier tour du côté de New Orleans. C'était presque inespéré avant le transfert de Sean Payton. Pour sélectionner qui? J'avais prévu plutôt un autre joueur que ça, mais parce que je pensais que celui que je vais choisir il serait plus disponible. Il est disponible, alors je vais y aller avec lui. On en a parlé il y a quelques secondes, c'est Myles Murphy, le defensive end de Clemson. Parce que Myles Murphy, voilà, ce qui se passe en fait, c'est qu'il a fait une saison freshman tellement fantastique qu'on s'est dit, lui, voilà, c'est le nouveau Myles Garrett dans 3 ans, c'est le top 5 de la draft. Et il a été plutôt bon avec Clemson, mais il n'a pas eu la progression attendue. Du coup, il est un petit peu décrié, mais il ne faut quand même pas oublier. Il a tout ce qu'il faut, il a les attributs physiques, il est explosif, et puis surtout, il a 21 ans. Et quand je dis 21 ans, c'est pas genre il a 22 ans dans 2 mois. Non, il aura 21 ans toute la saison NFL. C'est un janvier 2002, le gars. Donc, il est hyper
hyper jeune. Donc, quelque part, c'est normal aussi qu'il ne soit pas tout à fait développé. Quand tu as un tel potentiel et que tu es aussi jeune que ça, mais en plus au Saints, je veux dire, Cameron Jordan, c'est un joueur fantastique, mais il a quel âge maintenant? Donc, du coup, tu ajoutes un Miles Murphy dans la rotation pour cette année et tu prépares l'avenir en plus à une position premium comme ça en fin de premier tour. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Il y a d'autres options, j'en ai d'autres des options, mais je pense que si Miles Murphy est disponible pour les Saints, ils sprintent et puis ils font ce choix-là. Alors, vous avez vu le premier, vous avez raté le deuxième, comment on dit, facepalm de Victor qui a constaté avec je ne pensais pas une dans ma vie profonde être aberration le fait de voir un joueur qu'il allait sélectionner juste après lui filer entre les doigts. D'un côté, je suis soulagé parce que ça m'aurait arraché de sélectionner Miles Murphy. Mais en même temps, c'était un peu le joueur idéal. Là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en effet, moi, c'est un joueur, j'ai beaucoup de doutes. Je trouve que... Même en 29e, avec la marge de progression qu'il a? Non, mais physiquement, il coche toutes les cases. Après, je trouve que c'est un joueur qui a l'air de se traîner sur le terrain. Sa motivation me semble très limitée. J'ai l'impression qu'il ne donne pas l'impact qu'il devrait donner. Après, je ne sais pas comment il est à l'entraînement ou dans le vestiaire. Donc bon, dans l'idée, oui, en 29, ça reste un très bon choix et ça reste un risque à prendre, bien sûr. Alors, je ne peux pas passer à côté de ce superbe message de Bill Swersky sur le chat qui nous dit bon profil pour garnir le cimetière des mauvais premiers tours des Saints sur le poste de edge rusher. Bon, voilà, on sait que Marcus Davenport, qui est désormais à Minnesota, a une carrière un petit peu faite de haut et de bas. Et c'est vrai qu'il y a eu cette sélection notamment de Peyton Turner il y a quelques saisons, dont on attend encore le plein potentiel chez les Saints. Mais en tout cas, ça reste un poste à besoin, notamment la ligne défensive, pardon, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, en effet, qui sont partis au cours de cette intersaison. On passe au 30e choix, du coup, Victor, ta deuxième sélection des Philadelphia Eagles. On rappelle que tu as sélectionné Peter Skoronski tout à l'heure avec le 10e choix, le lineman offensif de Northwestern. Est-ce qu'on reste en attaque ou est-ce qu'on prend la décision d'un choix défensif? Écoute, on va aller en défense. On va reach encore un peu, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a un besoin à poste de defensive tackle parce qu'on a re-signé Fletcher Cox, mais je t'aime d'amour Fletcher, mais t'es cramé. Et du coup, les titulaires aujourd'hui, c'est Jordan Davis, un rookie qui n'a pas encore montré tout son potentiel, et Milton Williams, un joueur très intéressant, mais tu ne peux pas partir à la guerre qu'avec ces trois joueurs-là. Il faut rajouter un defensive tackle dans cette équipe. Un joueur qui a la taille, un joueur qui sait défendre la course, parce qu'on sait que c'est une faiblesse un peu au niveau de cette équipe. Ce n'est pas grave s'il est encore à polir au niveau du pass rush. Et du coup, je vais partir sur Mazi Smith de Michigan. Donc, je ne sais pas si ça m'intéresserait de voir si vous considérez que c'est un reach ou si c'est sa place. Mais je trouve que dans un top 30, enfin une fin de top 30 qui est assez faible dans cette draft, j'ai pas peur de le dire, il va falloir prendre des risques et ces joueurs qui correspondent aux besoins et qui finalement a un profil qui manque à cette défense. Alors, juste avant que je pose la question aux camarades, sur le chat, on nous demandait, et du coup, Brian Breezy, du coup, pour toi, il est en dessous de Mazi Smith dans la hiérarchie globale? Dans la position, j'entends bien sûr. Je pense qu'ils sont coude à coude, mais Mazi Smith correspond plus à ce dont j'ai besoin, en fait. C'est plus que j'ai vraiment besoin d'un joueur qui a une grande taille et ce côté défense de course, là où c'est un peu une faiblesse de Milton Williams. Donc, c'est un profil qui me séduit plus par rapport à ce que j'ai à côté. Je trouve plus complémentaire. Victor aime la viande. Hein. Un an après Jordan Davis, donc il nous sélectionne Mazi Smith, il y a à peu près 270 kilos pour les deux. C'est mon côté Dan Campbell, tu sais, je rajoute 300 kilos sur la ligne chaque année. C'est ça. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection du coup de Mazi Smith? Est-ce que tu rejoins globalement Victor? Est-ce que c'est un reach pour toi? Quel est ton avis là-dessus? Ah, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Lui aussi, je l'ai considéré plusieurs fois là. Donc, c'est un bon joueur, même pour les Jaguars, même pour Dallas, je l'ai considéré. Après, c'est toujours marrant d'entendre Victor qui dit ouais, mais ce joueur, il a pas assez prouvé, je l'ai pas assez vu. Puis il te prend Mazi Smith et il a fait quoi? 3 sacs dans sa carrière, le gars. Bref. Mais j'ai dit que c'était Voilà. pas un pass rusher et j'ai dit que c'était pas que ça ne me dérangeait pas parce qu'il y avait des pass rushers à côté. Oui, bien sûr, voilà. Donc, oui, si tu veux, Oui. moi, je trouve que Mazi Smith, c'est un gros potentiel. Voilà. Ça, oui, il a un gros potentiel parce que c'est un monstre athlétique, etc. Après, oui, non, c'est un bon choix, je trouve. Voilà, ça m'a juste surpris que tu le choisisses parce qu'il n'a pas énormément prouvé avec Michigan. Mais sinon,
C'est un bon joueur, mais quelque part, tu ne trouves pas qu'il est un petit peu lourd par rapport à, justement, ça fait Jordan Davis et Mazzy Smith. J'aurais peut-être pris quelqu'un d'un peu plus fluide à ses côtés, mais Bah écoute, il y avait sinon, c'est un bon Jordan joueur. Davis et Javon Hargrave. Hein. J'ai pas l'impression que Smith soit particulièrement Hmm. plus lourd que Hargrave. Hein. Ah, je pense, mais bon. Je suis pas sûr Ah qu'il y ait oui. une telle différence. Hein. Hargrave, il était lourd aussi. Hein. Davis, c'était pas dans Allez. la rotation derrière Hargrave? Enfin, tu suis plus ton équipe que moi, hein, mais... Davis, il était surtout utilisé dans des front five. D'accord. ok. Donc, c'était un peu. Il avait une utilisation très parcellaire. Très bien. Mehdi, tu veux prendre part au débat ou... Non, je les Attention, ils laisse. sont énervés, les deux. Hein. Ça parle pas de receveur, ça me concerne pas. Alors, fais voir Mazzy Smith. Combien il fait, Mazzy Alors- Smith? En poids ou en taille? Ouais, en poids. Ah, Parce qu'il me semble que c'est un gros gabarit, Bon 120, lui. hein. Un bon 120, Alors, il me semble. fais voir. J'ai Je 148 vais vous sur dire mon ça fichier, de hein. suite. 148? Sur mon fichier. Ah, mais c'est Ah, un- c'est pas... c'est possible, c'est possible, c'est possible. Au combine, il faisait 323 et Hargrave, c'est 305. Donc, oui, si tu veux, c'est le même gabarit. Hein, pas de problème, Victor. OK. Bon, on va enchaîner du coup, Mehdi, je vais te rendre la parole pour le dernier choix. Alors, par contre, je m'insurge. J'ai vu Boomer sur le chat qui nous dit pas de Darnell Washington au premier tour. Ouf. Attention, il y a encore un choix. Les Chiefs peuvent choisir l'avenir derrière Travis Kelce. On n'est pas à l'abri, hein, méfiez-vous, les gars. Hein. Mehdi, la piste Non, est à toi, pas. comme on dit. Le dernier choix de ce Non. premier tour. Je pensais pas qu'il serait disponible à cette place et je le vois toujours disponible. Donc, et en plus, je trouve que ça serait parfait pour l'attaque de Andy Reid et de Patrick Mahomes. C'est Zay Flowers en receveur. Franchement, Hardman il est parti. Il aime bien la vitesse. Franchement, le fit serait vraiment parfait. Très bien. Bah écoute, Jean-Mi, tu avais l'air d'accord là-dessus. Hein, on est d'accord un peu Oui, plus de oui, vitesse super au-dessus. Ils joueur, en manquaient ouais. un peu quand même, je trouve. Oui, c'est ça en fait, voilà. Mais quelque part, ça correspond à leur philosophie. Tout le temps, ils ajoutent de la vitesse. Ils ont perdu C'est ça. Hardman. Donc, même si tu as fait venir Toney, même si tu as aussi, comment il s'appelle, Sky Moore, mais oui, ça aurait Oui, du la sens. vitesse. Et puis Mehdi Ouais. qui sélectionne un receveur, c'est tellement surprenant, tu Non, vois. La, Donc, la boucle N'importe est quel jolie, autre. j'ai envie de dire. Non, mais Après, dans n'importe quelle autre franchise, ce serait un choix de riche. Mais Kansas City, c'est leur ADN. Hein. ouais. Après, c'est vrai qu'ils ont besoin d'un pass rusher, par exemple, mais elle est profonde, cette QV, même au deuxième tour, tu pourras en trouver un. Donc, oui. Oui, puis on peut Franchement, dire qu'avec ce choix, les Chiefs seront une fleur à Mahomes. Oh, c'est magnifique. Je pense qu'on va terminer là-dessus. T'allais rajouter quelque chose, Mehdi, avant que je te coupe? Non, c'était vraiment le choix. Franchement, je ne m'attendais pas à le voir descendre en 31 et le voir en 31 pour les Chiefs, c'est du pain béni. Sinon, je partais, oui, comme a dit Jean-Mi, sur pass rusher. J'avais deux noms, mais le voir tomber à cette position, Oui. ils vont aller dessus. C'est ouais. une aubaine. Alors, c'était pas prévu forcément, mais du coup, je vois que sur le tableau, on a les Steelers en 32e choix. On nous demande qui les Steelers vont sélectionner. Victor, est-ce que tu veux te lancer sur une improvisation après ta sélection tout à l'heure de Brian Branch en defensive back? J'ai pris Brian Branch. Voyons voir ce qui reste en offensive tackle. Attends, parce que j'avais Il fini. y a un petit Blake Ah, bah, Freeland. Anton Harrison. Anton Harrison, d'accord, très bien. Anton Harrison, très bien. Très bien. Tackle, vraiment. Alors là, pour le coup, il aurait pu être au premier tour. Voilà. Très bien. Tout à fait. Bon, ça me paraît pas mal. Jean-Mi, Mehdi, globalement d'accord là-dessus. Jean-Mi, tu opines du chef. Faut en profiter. Oui. Hein. Jean-Mi et Victor sont d'accord sur un choix. Allons-y, les gars. Oui, Anton Harrison, ça ferait sens. Ouais. Effectivement, il pourrait partir au premier tour. Je pense vraiment à la fin du premier tour. Il a quand même des limitations, ce gars-là, mais il a aussi énormément de potentiel et notamment, il est très mobile. Donc, oui, ce serait un très bon joueur. Et pour les Steelers, oui, ça serait parfait. Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. On fait la dernière partie, juste un petit récap très rapide avec les Los Angeles Chargers qui, avec le 21e choix, ont sélectionné Dawan Jones, offensive tackle. En 22e, les Baltimore Ravens ont sélectionné Bijan Robinson, running back. En 23e, Quentin Johnson, receveur aux Minnesota Vikings. En 24e choix, les Jacksonville Jaguars sélectionnent Kalijah Kancey, defensive tackle. En 25, Deontay Banks, cornerback aux New York Giants. En 26, Adetomiwa Adebawore, defensive lineman aux Dallas Cowboys. En 27, les Buffalo Bills sélectionnent Osiris Torrance, lineman offensif intérieur. En 28, Dalton Kincaid, tight end chez les Cincinnati Bengals. En 29, les New Orleans Saints qui sélectionnent Miles Murphy, edge rusher. En numéro 30, les Philadelphia Eagles qui récupèrent Mazie Smith, defensive tackle. Et en 31, les Kansas City Chiefs qui sélectionnent Zay Flowers, receveur de Boston
collège. J'ai pas cité, bien sûr, en 32e, donc premier choix du deuxième tour, Anton Harrison, tackle du côté des Steelers. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas, messieurs. Merci encore en tout cas d'avoir été en ma compagnie. Alors, merci à tous ceux qui sont encore sur le chat. Alors c'est vrai qu'on nous dit, bon, il aurait pu y avoir Brian Breezy. C'est possible. Après, là aussi, on est sur des joueurs dont la cote n'est pas forcément hyper flamboyante, dont on attendait monts et merveilles, notamment lors des ateliers du Combine, notamment. Et Je serais pas choqué qu'il soit au deuxième tour. Hein. moi non plus, à vrai dire. Mais je continue de penser quand même qu'il peut valoir un 20-30. Mais oui, en effet, voilà. Là, en l'occurrence, comme vous disiez par rapport à Kancey et à Smith, vu la classe de lineman défensif intérieur, c'est peut-être plus en fonction des préférences des uns et des autres que ça pourra faire pencher la balance en fonction du fit, de l'adaptation, on dira, dans le système en question. Donc voilà, c'est peut-être plus là-dessus, en effet, que Brian Breezy peut être pénalisé, sachant qu'encore une fois, même si tout n'est pas de son fait, son échantillon en college football n'est pas forcément monstrueux. Merci Pour encore, moi, messieurs. Oui, le vas-y. grand absent, tu me permets de dire, c'est Trenton Simpson. Hein. C'est Trenton Simpson, tout à fait. Mais c'est un peu en adéquation avec une classe de linebacker qui n'est pas non plus folle. Non, bien sûr, mais pour moi, s'il fallait dire un grand absent, c'est lui. Moi, ce serait Will McDonald alors. Ouais. Parce que c'est un pass rusher. Mais du coup, ça nous permet aussi de dire que finalement, c'est une draft où quand tu regardes au top, il n'y a pas énormément de joueurs où tu peux te dire ils sont élites, il y en a beaucoup, etc. Mais par contre, il y a beaucoup de profondeur parce que là, Clairement. on a fait 32 choix, mais quelque part, il en reste plusieurs. Comme il dit, Trenton Simpson, Drew Sanders, du Will McDonald, du Cam Smith. Il y a encore plein de bons joueurs. Jalin Hayat, enfin, c'est assez profond, quoi. Blake Freeland, etc. Jamir Gibbs, Darnell Washington, enfin, Luke McGrath. Il y a encore beaucoup de très bons joueurs. Le deuxième tour sera très intéressant. Et c'est vrai que je taquine un petit peu les uns et les autres là-dessus, mais c'est vrai que c'est une draft extrêmement particulière parce qu'avec l'année supplémentaire d'expérience en universitaire liée à l'année Covid, il y a beaucoup de joueurs seniors qui se présentent, beaucoup de joueurs qui arrivent certes avec une certaine expérience, mais aussi avec un âge relativement avancé. Et il y a beaucoup de franchises qui vont être un peu partagées entre choisir l'expérience d'un joueur abouti et la marge de progression et le gros potentiel de joueurs beaucoup plus jeunes. Donc c'est vrai que là-dessus, ça va être intéressant à surveiller et ça offre en effet, comme tu le disais, Jean-Mi, des perspectives assez intéressantes, une profondeur notable parce que des différents profils qui peuvent apporter différentes choses à court ou à long terme, en l'occurrence, en fonction de ceux qui seront choisis. Donc voilà. Je le disais en tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui étaient présents sur le chat également. Je vois que vous êtes encore une petite centaine, donc merci à vous. Je vais essayer d'être assez attentif sur le chat. Mais voilà, désolé pour ceux que j'aurais pas pu citer éventuellement. Merci beaucoup Camille d'avoir assuré la technique comme toujours. Et puis on se retrouve le mois prochain, donc pour la prochaine mock draft en live sur Twitch. Ne manquez pas encore tous les différents podcasts audio que vous pouvez retrouver consacrés à la draft sur le site Touchdown Actu et sur les différentes plateformes de streaming, avec notamment, bien entendu, vous savez actuellement, les pastilles chaque jour consacrées justement aux besoins spécifiques des différentes franchises. 32 jours, 32 équipes. Ça a commencé donc il y a moins d'une semaine et ça se poursuivra. Il y a 3 jours. Merci d'être précis, Monsieur Roulier. Ça se terminera la veille de la draft, si je ne m'abuse. Donc voilà, n'hésitez pas tous les jours. Et toujours les fiches draft également à l'écrit que vous pouvez retrouver sur le site. Ça aussi, les 50 prospects, on va dire les plus intrigants de cette QV que vous pouvez retrouver là aussi jusqu'à la veille de la draft. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine draft 2023, vous pouvez le suivre à l'écrit ou à l'oral sur le site de Touchdown Actu. Merci à tous, très bonne soirée en tout cas, et à très vite sur les antennes de TDA. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut.